Bonjour tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouvertes. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et aux auditions publiques sur le projet de loi numéro 67, loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux. Avant de débuter, M. le secrétaire, a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. M. Asselin, Vanier-les-Rivières est remplacé par M. Allaire-Masquinongé. Mme Macaron, Westmount-Saint-Louis est remplacée par Mme Caron-Lapinière. Et M. Zanetti, Jean Lesage, est remplacé par M. Clich-Rivard, Saint-Henri, Saint-Anne. Merci beaucoup. Donc, ce matin, nous allons avoir le plaisir d'entendre les organismes suivants. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, la table de concertation des associations professionnelles. Mais d'abord, il nous fait plaisir d'accueillir le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez les règles, 10 minutes de présentation. Après ça, on aura le plaisir d'échanger avec les membres de la Commission. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés et membres de la Commission des institutions, je suis enthousiaste de vous présenter aujourd'hui le mémoire du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le CQCM, concernant le projet de loi 67, qui vise à moderniser le système professionnel. Donc, d'entrée de jeu, il est important de préciser que nous sommes en accord avec l'intention du projet de loi. Nous entrevoyons des retombées très structurantes, donc plus particulièrement pour le milieu coopératif, si certains éléments sont bien définis. Donc, premièrement, permettez-moi quelques mots sur le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Notre organisation a été fondée en 1940 pour répondre aux besoins des coopératives existantes de l'époque d'avoir un lieu de concertation et d'échange. Aujourd'hui, le CQCM est le point de repère pour les réseaux coopératifs, mais également pour les mutuelles du Québec. Il mobilise près de 3000 coopératives et mutuelles dans la province et ses champs d'action demeurent la concertation, toujours aujourd'hui, la représentation gouvernementale. On est ici aujourd'hui, l'éducation ainsi que la promotion du modèle d'affaires, mais on coordonne aussi tout un écosystème qui est en soutien au démarrage et à la croissance d'entreprises sur l'ensemble du territoire québécois, contribuant ainsi au développement social et économique, à la vitalité des territoires et surtout à l'engagement citoyen par le modèle d'affaires coopératif. Donc, on coordonne un ensemble d'organisations qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. Par exemple, les services financiers et les assurances, l'agroalimentaire, quand on parle de souveraineté alimentaire avec nos coopératives agricoles sur l'ensemble du territoire, la forêt et l'énergie, quand on parle qu'il faut réviser le régime forestier avec nos coopératives de travailleurs en milieu forestier, l'habitation, quand on veut avoir plus d'accessibilité à la propriété avec les coopératives d'habitation, les services à la personne, quand on veut maintenir nos aînés plus longtemps dans leur milieu de vie ou encore assurer des services de santé en région avec les coopératives de santé, commerce de détail, pour éviter des déserts alimentaires en région avec des coopératives d'alimentation qui sont partout dans nos régions, le manufacturier, des secteurs en émergence aussi, ça peut être des coopératives en intelligence artificielle ou encore en développement durable. Donc, on représente tous ces secteurs d'activité-là. C'est quoi une coopérative? Une coopérative, c'est une entreprise. C'est une entreprise à vocation économique qui est gérée collectivement par ses membres. Donc, les membres peuvent être, par exemple, des producteurs, des travailleurs et des consommateurs. Ces membres composent le conseil d'administration qui embauche la direction générale. Donc, c'est une entreprise qui se distingue par sa gouvernance, qui est inclusive, transparente, mais surtout démocratique. L'entreprise appartient aux membres. C'est une entreprise qui est collective et au Québec, on peut se vanter d'avoir une loi qui encadre les coopératives depuis plusieurs années, la loi sur les coopératives, et qu'on veut continuer d'actualiser, qui est présentement entre les mains du Ministre pour une actualisation de la loi qu'on souhaite qu'elle soit d'ailleurs inscrite au processus législatif. Donc, une coopérative ne génère pas de profit, ici c'est très important, mais plutôt des excédents qui bénéficient à ses membres, mais aussi à la collectivité. Donc, par le collectif, vous comprenez qu'une coopérative bénéficie de facto d'une acceptabilité sociale comme projet collectif dans une région, parce qu'elle est créée pour répondre à un besoin, et que les services et les produits offerts sont taillés sur mesure pour répondre à ces besoins-là. Elle crée une mobilisation, un enracinement local dans les communautés. Elle est donc souvent impliquée dans les communautés, que ce soit par un soutien financier ou encore moral à différents projets ou causes selon la vision de son conseil d'administration. Donc, les préoccupations de la société sont généralement reflétées à travers les coopératives sur l'ensemble du territoire québécois qui ont à cœur un développement responsable beaucoup plus large que simplement leur propre entreprise.
Donc, les engagements envers les enjeux de société sont fréquents et c'est un modèle d'affaires qui plaît, entre autres, à la jeune génération d'entrepreneurs qui y voient une façon d'entreprendre différemment selon leurs valeurs, leurs principes et leurs aspirations. C'est un modèle d'affaires qui favorise l'engagement citoyen aux enjeux de société. Finalement, les coopératives sont fondées sur le principe de démocratie et la gestion collective de l'entreprise permet un engagement fort de ses membres dans toutes les décisions prises par l'organisation. On a réalisé une étude en 2022 sur le taux de survie des coopératives et les résultats sont probants. 64 des coops créées survivent au moins 5 ans contre 35 des entreprises traditionnelles québécoises et 44 des coopératives créées survivent au moins 10 ans contre 19,5 des entreprises traditionnelles québécoises. On est sorti d'une pandémie de COVID. Les coopératives ont été des entreprises qui ont passé le mieux au travers, bien qu'elles avaient également des défis comme toute autre entreprise québécoise. Donc, ces chiffres témoignent de l'importance de valoriser davantage le secteur collectif auprès des secteurs publics et privés en réponse aux enjeux sociétaux et surtout pour favoriser l'engagement des citoyens et des citoyennes du Québec pour répondre à ces enjeux-là. L'importance du projet de loi 67, revenons au projet de loi 67, pour le milieu coopératif ne peut pas être sous-estimée. Pourquoi? Parce que ça représente une opportunité d'innovation et de développement qui est considérable pour les coopératives. Il permettra aux professionnels du Québec d'avoir une plus grande flexibilité pour choisir le mode d'exercice de leur profession et de clairement pouvoir utiliser ce modèle d'affaires pour les différentes pratiques. Par exemple, les coopératives de travailleurs, de santé et de producteurs pourront bénéficier de ce cadre législatif modernisé pour mieux répondre aux besoins de leurs membres et de la communauté. Prenons l'exemple des coopératives de travailleurs. Les coopératives permettent aux travailleurs de devenir copropriétaires de leur entreprise, ce qui favorise une plus grande implication et une motivation de ces derniers. Mais pour ce faire, la notion des coopératives au sein du projet de loi 67 et la reconnaissance du cadre juridique les entourant doivent clairement être reflétées dans le PL 67. J'en viens à nos recommandations. Notre première recommandation concerne la définition des personnes morales sans but lucratif. Actuellement, le projet de loi 67 ne comporte pas de définition claire de ce terme, ce qui peut entraîner des confusions. Et ce n'est pas juste le projet de loi 67. Plusieurs textes législatifs au Québec n'ont pas la même définition de ce qu'est une personne morale sans but lucratif. Donc, on propose de remplacer chaque occurrence du terme « personne morale sans but lucratif » par « entreprise d'économie sociale ». Pourquoi? Afin de garantir une interprétation inclusive des coopératives. On considère que l'utilisation d'entreprises d'économie sociale respecte l'intention du législateur, évite un flou dans la définition, pouvant malheureusement exclure les coopératives. Puis, en plus de tout ça, elle reconnaît une autre belle loi qu'on a passée au Québec, la loi sur l'économie sociale, qui n'est pas encore assez mise en valeur et utilisée et qui définit c'est quoi des entreprises d'économie sociale, qui inclut notamment les OBNL, mais aussi les coopératives. Première recommandation. Deuxième recommandation porte sur les conditions particulières de l'article 94. Cet article 94 propose des balises qui pourraient limiter l'application du modèle coopératif, notamment en fixant des proportions de membres de l'ordre au sein des coopératives, autant sur les CA que dans la composition des membres de coopératives. Donc, par exemple, dans une coop de santé, il pourrait y avoir des médecins, infirmières, dentistes. Si chaque profession doit représenter un certain pourcentage de membres de la coop, bien, ça pourrait limiter le nombre de professions pouvant y participer, contribuant ainsi à freiner l'innovation au sein de ces coops. Et finalement, la troisième recommandation concerne l'article 187.19.1 qui propose que les honoraires exigés par les professionnels exerçant au sein d'une personne morale sans but lucratif ne doivent pas excéder un coût modique. Premièrement, la notion du coût modique est ambiguë et on demande le retrait de cet article pour éviter toute confusion et permettre aux coopératives ou toute organisation de fonctionner de manière optimale. Parce que les coopératives, de par leur constitution, doivent être viables financièrement, mais elles n'ont pas l'objectif de faire du profit.
Donc, il sera ainsi nécessaire que les coopératives offrent un service professionnel à un juste coût, tout en respectant ses responsabilités financières. En élargissant les pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, ce projet de loi permet aux coopératives de santé, par exemple, d'intégrer une plus grande gamme diversifiée de professionnels comme des diététistes, des optométristes, des ergothérapeutes ou tout autre professionnel que la coopérative évaluera comme un besoin pour sa communauté. On va éviter d'avoir des déserts de santé en maintenant des coopératives de santé qui sont diversifiées, surtout notamment dans les régions du Québec. La flexibilité accrue que présente le projet de loi 67 va favoriser aussi la création de coopératives multidisciplinaires capables de répondre de façon plus holistique aux besoins de leurs membres et de la communauté. Donc, en terminant, et je serai prête à répondre à vos questions, ces potentiels d'innovation ne peuvent arriver que si, numéro 1, nous avons une définition inclusive des coopératives dans le projet de loi. Numéro 2, que nous retirons l'application du nombre de membres obligatoires au sein des conseils d'administration parce que ça ne va pas avec le modèle juridique de la coopérative et c'est limitatif. Et numéro 3, de retirer l'obligation d'octroyer ses services professionnels à coût modique parce qu'une entreprise d'économie sociale ne vise pas le profit, vise la rentabilité financière et peut générer effectivement des excédents. Donc, ce projet de loi a le potentiel de représenter des avancées majeures pour la coopération au Québec et on est aussi prêt à accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre. Et je tiens d'ailleurs à souligner le fabuleux travail de la Direction de l'entrepreneuriat collectif au sein du ministère de l'Économie, qui sont des professionnels en coopération. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers le gouvernement pour un bloc d'échange de 16 minutes 30 secondes. Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous donne, je vous dirais, bon, sur un point particulier du projet de loi, qui a déjà d'ailleurs été abordé par plusieurs dans les consultations précédentes et qui, je vous dirais, ouvre une réflexion sur beaucoup d'enjeux, beaucoup d'aspects. Bon, certains nous demandaient d'ouvrir encore plus largement sur les modèles juridiques, je dirais les modèles où on peut travailler comme professionnel, pas juste pour les PMSBL ou économie sociale selon votre définition préconisée. D'autres parlent du coût modique, non, donc, et la gouvernance. J'aimerais ça peut-être profiter de votre passage pour vous entendre un peu plus sur la réalité du travail en multidisciplinarité, mardi matin, et voir un peu, parce que selon votre mémoire, c'est clair là, ce qui se dégage par rapport à la gouvernance, etc., mais peut-être nous donner, sous l'angle plus des professionnels, des exemples concrets des difficultés que ça pourrait apporter pour qu'on puisse mieux réfléchir à la façon de faire pour avancer, parce que je pense qu'effectivement, il faut faire un pas vers l'avant et permettre aux professionnels d'être dans ce type d'entité-là. En tout cas, tous les professionnels, certains le peuvent présentement de par leur loi constitutive, mais j'aimerais peut-être vous entendre puis nous aider à réfléchir sur l'illustration de cas concrets, sur la difficulté que ça peut apporter. Bien, merci pour votre question. En fait, tout d'abord, peut-être juste revenir en arrière en vous disant qu'une coopérative, c'est une entreprise qui est légalement constituée et qui est tout le temps oubliée. Même si on a une loi sur les coopératives et la loi en économie sociale. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui pour vous rappeler que ce modèle d'affaires juridique existe. En ce qui concerne les professionnels puis les balises, prenons par exemple la coopérative de santé dans une région. La force d'une coopérative de santé dans une région, c'est de pouvoir offrir une gamme de services. Un ergothérapeute, à la limite un dentiste, infirmière, effectivement un médecin. Donc, présentement, les balises qui sont inscrites à l'article 94 du projet de loi limiteraient le nombre de professions qui pourraient œuvrer au sein de la coopérative. En fait, oui, oui, absolument. Allez-y. Oui, donc, Edouard Smith, je suis avocat, puis j'accompagne exclusivement là, les entreprises d'économie sociale au quotidien. Et puis, je travaille intimement avec les coopératives de santé, puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, vu que les coopératives ne peuvent pas intégrer les professionnels doivent louer des bureaux ou des locaux à la coopérative. Donc, ils se font une Inc. Gérard, Cyprien, physiothérapeute Inc. Puis lui, il va louer à la coop. Et donc, si le projet de loi permet
aux ergothérapeutes d'intégrer la coop à titre de membre travailleur, donc salarié. On empêche la constitution superflue de ces Inc.-là, qui sont juste des boîtes, là, et donc on permet à la coopérative de s'occuper de toute la gestion. Donc, tu sais, il n'y a pas besoin de faire un rapport d'impôt, c'est la coop qui s'occupe de tous les revenus, toute l'administration, toutes les choses que les professionnels ne veulent pas faire parce qu'ils ne sont pas formés pour être gestionnaires, pour s'occuper d'une business. La coop est la coquille administrative qui s'occupe de ça pour eux. Et donc, c'est pour ça que la coop laisse les professionnels faire ce qu'ils font de mieux, mais en ce moment, vu qu'ils doivent quand même respecter leur cadre législatif actuel, ils ne peuvent pas pleinement participer à la vie coopérative. OK. Puis, bon, j'ai quelques notions là, qui datent de très longtemps sur les différentes formes juridiques dans lesquelles on peut faire affaire, les différentes formes juridiques de modèles d'affaires. Par rapport à la gouvernance, l'objectif, bon, on a entendu le Collège des médecins, je sais que c'est pas tout à fait la même situation, mais je veux quand même l'illustrer puis voir avec vous au niveau des coopératives si ça peut se décliner ou non, parce que c'est un modèle juridique différent. Mais une des préoccupations de certains ordres professionnels, c'est le contrôle du professionnel, ou à tout le moins le contrôle déontologique, naturellement, là, du professionnel, d'avoir accès, l'environnement dans lequel le professionnel évolue. On le voit beaucoup en santé. La tenue des dossiers, c'est pareil pour les avocats avec le barreau. La tenue des dossiers, bon, en santé, il y a en plus l'environnement médical, les instruments, etc., etc. Quand on parle de modèle d'affaires, qu'on parle d'une OBNL ou d'une coopérative, il y a des enjeux de gouvernance qu'on tente d'encadrer dans le projet de loi 67. On a eu plusieurs commentaires, il va falloir se pencher sur la question. Mais est-ce que ce même enjeu-là se retrouve dans une coopérative si le professionnel n'est pas impliqué? Quelle est l'implication, peut-être pour illustrer, qu'on comprenne mieux, là? Bien, je commence un début de réponse en tout complète, parfait. Bien, en fait, prenons un exemple. Si c'est, par exemple, c'est une coopérative de travailleurs, donc que tous les travailleurs sont des membres professionnels de l'ordre, bien évidemment que la gouvernance de la coopérative va être teintée de leur service professionnel. Mais la nuance d'une coopérative, c'est que ça peut également être, par exemple, une coopérative de solidarité, où, oui, le service va être offert, mais le but de la coopérative n'est pas seulement que le service offert par le membre de l'ordre. Donc, mon point, c'est de vous dire que le modèle doit quand même... Le modèle coopératif, la gouvernance de la coopérative n'est pas toujours liée... Le but de la coopérative n'est pas toujours lié au service offert par les professionnels de l'ordre. Et cette nuance-là n'est pas apportée dans le projet de loi, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir des restrictions pour avoir différents types de coopératives qui pourraient être créées pour permettre à ces professionnels-là d'œuvrer. Je vous donne un dernier exemple, puis Maître Smith, vous me compléterez. On a tout un écosystème en accompagnement à la coopération au Québec qui accompagne les entrepreneurs qui se démarrent des coopératives. Dans nos fédérations sectorielles, souvent, on offre le service juridique. Mais par ce projet de loi-là, on va obliger un avocat parmi une équipe de 100 employés qui offre 20 services différents à venir siéger sur le conseil d'administration, alors que le but du réseau coopératif, c'est d'offrir de l'accompagnement plus global aux entrepreneurs, par exemple. C'est deux exemples liés à ces balises qu'on vous demande de retirer, en fait. Peut-être pour compléter. Aussi, j'ajouterais, c'est intéressant de noter que les ordres professionnels ont comme but de protéger le public. Hein? C'est leur mission première. Mais quand le public fait partie de l'administration, implicitement, nécessairement, les intérêts du public sont protégés parce qu'ils siègent sur le CA. Donc, si un ordre professionnel note un manquement de la part d'un professionnel qui œuvre au sein d'une coopérative, puis il en alerte les administrateurs, certainement qu'ils vont vouloir répondre aux demandes parce que c'est eux qui vont subir les conséquences à titre d'usager. Tu sais, si je suis patient usager dans une coop de santé, puis l'ordre des psychologues, des diététistes cogne à la porte et dit votre psychologue et votre diététiste est en contravention de toutes sortes de règles déontologiques. Bien, c'est sûr que je vais m'assurer de dire peux-tu régler tes choses parce que c'est moi qui est impacté par tes manquements. Donc, je n'y vois pas de nécessité de garantir une place. Cependant, il ne faut pas se leurrer. En ce moment, les professionnels qui sont des locataires, comme je disais, peuvent siéger sur le CA. Mais l'important, c'est de ne pas l'obliger.
Tu sais, s'ils veulent participer à la vie démocratique, c'est correct. Mais je crois que les intérêts du public sont suffisamment protégés par le fait qu'ils font partie de la gouvernance. Puis ils vont avoir intérêt à respecter ce que les ordres leur demandent. Bien, je suis d'accord avec vous que c'est un incitatif qui est assez fort, mais je ne pense pas que les ordres professionnels peuvent abdiquer leur rôle de protection du public en disant, bien, il y a des membres du public, donc je suis rassurée. Ils peuvent toujours suspendre leurs membres. Bien, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de voir avec vous. C'est de voir avec vous. Est-ce que c'est le membre? Est-ce que ça passe par le membre? Oui, non. Il y a plusieurs solutions. Mais comment on peut, à ce moment-là... C'est sûr que c'est différent quand la coopérative est axée sur 100%. Le modèle coopératif est sur le service professionnel. En matière de soins, c'est plus souvent le cas. Pour les avocats, c'est plus souvent il y a le plus de cas de figure où l'avocat est au sein d'une coopérative et que son service professionnel n'est pas au public, mais est à la coopérative ou au bon fonctionnement de la coopérative, mais il doit quand même pouvoir répondre à son code de déontologie. Donc ça change rien. Parce que, tu sais, l'ordre professionnel peut sanctionner, dire suspendre son membre, puis c'est pas le fait qu'il y a une personne morale qui entre le professionnel et l'ordre qui va empêcher l'application des sanctions et des demandes des ordres professionnels. Les ordres professionnels sont parfaitement capables de suspendre, de radier, d'imposer des amendes, nonobstant le fait qu'il y a un conseil d'administration qui aille ou pas des professionnels. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, et je pose l'hypothèse pour voir votre réaction, on pourrait peut-être faire la distinction entre une coopérative dont l'objet est de donner des services, d'offrir des services professionnels, et une coopérative qui a un professionnel au sein de son organisation? Oui. Cette distinction pourrait être faite, mais de facto, parce que ça risque d'être une coopérative de travailleurs s'ils déploient le service. Donc, de facto, les travailleurs vont composer le conseil d'administration. Ça va aller de soi. Si vous voulez l'intégrer, ça va être de soi. Si je peux juste donner un exemple, là, mettons que tu as des hygiénistes dentaires tu sais, 5-6 hygiénistes dentaires, puis qui veulent offrir leur service. Bien, si c'est une coop de travail, tout simplement, le conseil d'administration va être composé que d'hygiénistes dentaires. Donc, dans ces cas-là, c'est garanti que les ordres vont être entièrement satisfaits de cette préoccupation-là. Alors que dans la coop de solidarité, c'est là que ça change. Parce qu'effectivement, le but de la coop n'est pas d'offrir du travail à ses membres, contrairement à la coop de travail, c'est d'offrir des services à la population. Donc, c'est les deux modèles, mais comme je vous dis, dans un cas, c'est juste les professionnels qui vont siéger sur le CA. Dans l'autre cas, c'est plus les usagers qui vont subir les services et les utiliser. Bon, et dans le cas qui est quand même assez clair de dire, bien, on a une coopérative qui donne des services professionnels uniques, c'est-à-dire juste des hygiénistes dentaires, versus une coopérative qui donne des soins de santé multiples. Là, on a peut-être, vous avez soulevé, je pense, ou si c'est pas vous, plusieurs ont soulevé la difficulté d'avoir des règlements multiples sur la gouvernance également. Ouais. Quand il y a plusieurs disciplines. Quand c'est une seule discipline, on peut comprendre qu'un règlement va faire le travail potentiellement, là, mais... Ouais. En fait, ce qu'on mentionne aussi, c'est que les ordres vont toujours faire leur travail. Dans le cas d'une coopérative multidisciplinaire, là, c'est si on a des balises imposées par les ordres de quotas sur les conseils d'administration ou de quotas dans le nombre de membres de la coopérative, c'est là où ça peut être problématique quand on a une hygiéniste, un dentiste, un médecin, un ergothérapeute, là, à un moment donné. Puis c'est la force de la coopérative, notamment en région, pour offrir une multitude de soins de santé. Si je peux donner un exemple de l'absurdité potentielle qui peut survenir s'il y a des proportions de membres. Imaginez, là, une coop de santé en moyenne, ça a entre 1000 et 5000 membres, tu sais, des patients là, qui utilisent les services. S'il faut que l'ordre dise 10 % de tes membres doivent être des professionnels de la santé, bien, sur 1000, 10 % ça veut dire 100. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tu aies 100 physiothérapeutes, 100 médecins, 100 infirmières. Donc, ils peuvent pas imposer des balises, sinon tu vas avoir 5 membres du public. Même chose pour le conseil d'administration. Une coop peut maximum avoir 15 administrateurs. Puis dans les faits, souvent, ça oscille plus entre 7 et 9. Fait que si 6 à 8 de ces places-là sont occupées par un membre de chaque ordre professionnel, c'est intenable. C'est pas une gouvernance qui est saine, c'est pas une gouvernance qui répond aux besoins du public. Okay. Peut-être prendre le temps qui me reste pour vous parler de la notion de coût modique. L'objectif, on vient d'en parler, l'objectif est d'offrir, celle qui vient le plus souvent
Dans nos exemples, c'est souvent les coopératives de santé ou les OBNL en santé, là. Et l'idée, naturellement, ou même des services juridiques à la population pour l'accès à la justice. Donc, l'idée est de donner des services à coût modique à la population. Donc, ça, c'est mon langage populaire. Donc, c'est l'objectif. Ce que vous nous dites, c'est que la loi sur les coopératives, l'article 128, viendrait répondre à cette préoccupation-là, parce que comment on l'encadre pour s'assurer que ça demeure des honoraires à coût modique, donc accessibles, qui est l'objectif de ces entités-là? Bien, je vous réponds en 2 temps, puis vous complétez. En fait, premièrement, la notion de coût modique, pour nous, elle est très ambiguë, là. Qu'est-ce qu'est un coût modique? Ce qu'on trouvait. Et deuxièmement, une entreprise d'économie sociale, dont une coopérative, à la base, c'est créé pour répondre à un besoin de la population. Et c'est une entreprise à vocation économique, oui, mais ça ne vise pas à faire des profits. Parce que la loi sur les coopératives, tout excédent généré par la coopérative demeure dans l'entreprise. Ça ne va pas dans des poches d'actionnaires externes. En cas de liquidation d'une coopérative, l'argent reste pour le développement coopératif au Québec, reste au Québec dans les collectivités. Donc, en tout cas, ça m'apparaît à contrario avec ce qu'est une coopérative, fondamentalement, de dire qu'il faut en plus définir ce qu'est un coût modique. Pour nous, ça ne fait pas de sens. Puis, si je peux ajouter, dans le fond, si, par exemple, un ordre professionnel doit adopter une grille tarifaire, OK? Ça va faire en sorte que ça va rendre tant les ordres professionnels inconfortables, tels que vous avez probablement vu dans les mémoires jusqu'à présent, mais également les professionnels. Parce que si je dois facturer un coût modique qui est déterminé à 30 de l'heure, bien là, après ça, si ce coût modique-là est tellement bas que moi, je ne peux pas compenser mes revenus et mes dépenses, eh bien, on revient à créer des organismes communautaires parce que il va y avoir des déficits. Et donc, étant donné que le PL 67 n'a pas de subvention ou de mesure pour compléter le manque à gagner qui découlerait du potentiel manque à gagner du coût modique, il faut laisser le développement de l'entreprise d'économie sociale prendre son cours. Parce que sinon, vous allez voir aucun projet. Tu sais, le projet de loi va avoir aucun effet. Parce que personne ne voudra s'embarquer dans une aventure où que le coût modique pourrait faire en sorte qu'ils vont être déficitaires constamment, ils vont demander de l'argent ou sinon ils vont juste fermer la porte. Donc, ne pas oublier que la gouvernance coopérative force les entreprises à ne pas surfacturer parce qu'à la fin de l'année, de toute façon, personne ne peut recevoir un bénéfice individuel. Ça va dans la réserve et c'est ça qui assure la pérennité des coopératives et qui fait en sorte qu'ils durent plus longtemps dans le temps, comme on a démontré dans l'étude. Là. Fait. Madame la ministre? Non, merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je me tourne vers l'opposition officielle pour un bloc de 12 minutes, 23 secondes. Monsieur le député d'Acadie. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Ça va bien? Excellent. Alors, bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'ai quelques questions, mais j'aimerais pouvoir discuter avec vous également du modèle actuel. Puis vous en avez parlé, vous avez commencé à en parler de l'impact du projet de loi. Si on s'intéresse particulièrement au domaine de la santé, il y a présentement des coopératives de santé au Québec. Il y en a dans plusieurs régions? Oui. Oui, il y en a à peu près une 50aine sur l'ensemble du territoire. Okay. Mais c'est pas facile de démarrer une coopérative de santé parce que présentement, si c'est pas un GMF, il n'y a pas de reconnaissance nécessairement de l'État. Ah, d'accord. Ça déborde peut-être un peu le cadre du PL 67, ça, mais c'est quand même important que vous le mentionniez. Oui, puis en fait, le PL 67 est une belle opportunité pour renforcer ce type de coopérative-là. Vous me volez les mots de la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on... Puis je comprends très bien ce que vous dites, là, puis je veux dire, on l'entend dans les journaux, là. L'accès aux services de santé, c'est difficile. Avoir un médecin de famille, c'est difficile. Absolument. Une fois qu'on est dans le système, ça va bien. Oui, ça va bien. On a d'excellents infirmières, infirmiers, médecins. Ils se dévouent. Ça, c'est très clair. L'ennui, c'est l'accès. Le problème, c'est l'accès. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le PL 67, parce que vous me parlez des GMF,
qui ferait en sorte que ça améliorerait? Puis quel pourrait être l'apport des coopératives de santé? Bien, en fait, je vais commencer à répondre. Maître Smith, vous me complétez. On a un exemple en région, dans la municipalité de Sainte-Croix, où on a 2 médecins de famille qui sont âgés et qui vont bien... Pardon? Saint-Prosper. Saint-Prosper, désolé. Saint-Prosper, on s'est trompé de municipalité. Saint-Prosper, 2 médecins de famille qui sont âgés puis qui vont s'en aller à la retraite. En enlevant les balises de l'article 94 du projet de loi 67, on va favoriser la création d'une coopérative de santé et la reprise, en fait, de ces soins-là par des médecins qui voudront s'investir en créant une coop de santé et potentiellement en ajoutant certains services. C'est la beauté de la coopérative de santé. La coopérative de santé permet à plusieurs professionnels, donc, d'offrir une gamme, une diversité de services aux gens qui habitent en région, qui doivent faire plus que 30 km pour avoir accès à un hôpital ou encore une clinique, d'avoir accès à ces services-là de façon efficace et complémentaire aussi. Maître Smith? Oui, bien, j'ajouterais que... Fait que c'est sûr que maintenant que les infirmières praticiennes peuvent prendre en charge des patients, là, ça serait super important de pouvoir les permettre d'exercer au sein d'une coop parce qu'elles pourraient se rassembler ensemble et offrir des services à la population. Puis également, il faut savoir que la coop, juste, comme je disais tantôt, s'occupe de la gestion. Fait que des médecins prennent leur retraite, qu'ils quittent la région, la coopérative va rester nonobstant le fait que le médecin est là ou non. Et donc, ça permet d'avoir une stabilité. Donc ça, c'est super important. Puis... de s'occuper du recrutement aussi des professionnels au sein de la coopérative. Puis, tu sais, je tiens à réitérer, en ce moment, les coopératives de santé au Québec, premièrement, c'est une coopérative qui génère pas d'excédent ou très peu, hein, parce qu'elle favorise d'avoir différentes disciplines œuvrant au sein de la coopérative, puis ultimement, c'est pour assurer des services en matière de santé à la population. Et le ministère de la Santé, si ce n'est pas un GMF, bien, il n'y a aucun soutien à la coopérative de santé. Donc, c'est une plus-value dans notre système de santé qui, actuellement, est sous-utilisé au Québec, carrément. Je comprends que les EPS pourraient œuvrer aussi dans un GMF. Là. Ça, c'est pas défendu. Oui. Puis il y a des coops de santé qui intègrent des GMF. Il faut savoir, là, c'est régulier que le GMF a des médecins qui œuvrent dans la coop. Puis une chose qui est très cool du mode coopératif, c'est qu'il y a des médecins qui peuvent travailler en établissement public, qui peuvent travailler en clinique privée, puis ils font un petit une journée, 2 demi-journées à la coop. Fait que comme ça, puis sans blague, des fois, leur chalet, mettons, dans les Laurentides, puis la coop est pas loin de leur chalet. Fait qu'ils font comme une demi-journée avant d'aller au chalet. Fait que, tu sais, ça permet une flexibilité que les professionnels peuvent juste... Tu sais, tu peux avoir une dizaine, une vingtaine de médecins qui, à la gang, comblent la semaine. Fait que ça enlève le fardeau de dire « je m'investis à temps plein dans la coop alors que, tu sais, j'ai une pratique qui va bien ailleurs ». Donc, c'est très intéressant d'offrir aux professionnels le droit d'exercer à la fois en établissement, à la fois à la coop. Comme ça, la population peut bénéficier d'un petit supplément. Là, c'est vraiment intéressant. Et merci. Je comprends que votre conseil, ça chapeaute évidemment plusieurs coopératives. On a parlé des coopératives de santé. Dans le domaine juridique, ça fonctionne également? Oui, bien, j'en suis un peu la preuve. Là, le barreau, depuis des années, me permet d'exercer, là, et mes collègues, là, pour une coopérative qui s'appelle le Consortium de coopération des entreprises collectives, puis on offre une vingtaine de services à la population, dont les services juridiques. Mais notre équipe est beaucoup plus grande. Là. On est 100 employés. Donc, c'est sûr que est-ce que d'avoir un avocat sur le conseil d'administration, ça change de quoi pour la saine gouvernance pour nos membres? Parce qu'on offre des services à nos membres. Donc, c'est eux qui, ultimement, vont décider s'il y a une qualité des services, évidemment les autres professionnels, mais sachez qu'il n'y a aucun problème au niveau de la collaboration par rapport au barreau et tout ça. Fait que j'y vois. Puis il y a plein de coops maintenant qui pourront avoir un avocat à l'interne, des fédérations de coops qui pourront avoir un avocat à l'interne. Tu sais, fait que c'est
c'est intéressant. Puis j'aimerais à nouveau que vous puissiez revenir sur les mots, l'expression « coût modique » et l'enjeu que ça soulève avec le projet de loi. Si on parle, par exemple, d'une coopérative de santé ou une coopérative où il y aurait une prestation de services juridiques, évidemment, une coopérative, c'est pas là pour faire des profits. Non, 128. Mais on s'entend là-dessus, sauf que c'est quoi l'impact du projet de loi pour être bien sûr de comprendre? Bien, en fait, c'est que ça va à contrario avec ce qu'est une coopérative à la base. Nous, on croit qu'on n'est pas obligé de le préciser, c'est quoi un coût modique dans le cadre du projet de loi 67. Premièrement, coût modique défini comme c'est là, c'est ambigu, ça veut rien dire. Puis deuxièmement, pour une coopérative qui ne vise pas à faire du profit, qui génère des excédents qui sont de toute façon versés à la réserve en fin d'année ou qui restent dans le milieu coopératif, on n'a pas besoin que cette notion-là soit nécessairement définie puisque ça va à l'encontre de ce qu'est. En fait, la coopérative en soi va offrir évidemment ses services à coût modique, si on veut le dire comme ça. Puis ma crainte, ça serait que le coût modique empêche d'offrir des salaires compétitifs. Parce que si ton coût modique est tellement bas, ce que tu dois facturer aux clients, aux usagers est tellement bas qu'après ça, tu n'arrives pas à la fin du mois considérant que les salaires, tu sais, si tu veux attirer quelqu'un du privé là, pour l'amener dans la coop, il faut quand même qu'il y ait une certaine légitimité dans le salaire. Donc, mon problème, c'est que coût modique, comme ça veut rien dire. Donc, les ordres vont nécessairement devoir avoir une réflexion sur qu'est-ce que c'est. Une grille tarifaire, personne ne veut ça, parce que les ordres ne sont pas là pour dire combien facturer, parce que c'est pas ça qui protège le public. Tu sais, au final, on pense que les ordres sont assez intelligents, ils ont un bon jugement pour déterminer quand on abuse du public. Et ils y interviendront au cas par cas. Mais de mettre ça comme principe que d'emblée, il faut coût modique égale ça, puis ça cause trop d'encarcanement pour rien. On pense que c'est ça. Il faut arriver à la fin du mois et donc payer des salaires compétitifs si on veut que ce projet de loi-là ait des conséquences réelles. Parfait. Merci, M. le Président. Je crois que merci. Madame la députée Lapinière, pour 3 minutes. Merci. Merci, M. le Président. Alors, je vais aller rapidement. Vous avez dit que le mode coopératif réduit le travail administratif des médecins et autres professionnels. Absolument. D'accord. Parce que toute la paperasse, finalement, le travail administratif est effectué par la coop. Exact. Maintenant, pour ce qui est d'un enjeu qui était amené par des ordres aussi, c'est que c'était en fait d'inspection professionnelle. Dans certaines entreprises, par exemple, c'est difficile pour les ordres qui vont faire une inspection d'un de leurs professionnels d'obtenir les données sur les dossiers, sur la tenue des dossiers. Est-ce que c'est une difficulté ou non qui se pose dans le cas d'un professionnel qui œuvre au sein d'une coopérative? Maître Smith. Oui, bien, moi, je pense que si tu es un professionnel qui travaille dans une entreprise d'économie sociale, tes valeurs sont différentes. Tu vas être porté à être celui qui va écouter ton ordre professionnel parce que tu penses à autre chose que juste facturer. Tu sais, c'est vraiment important de mettre en évidence que l'économie sociale, c'est pas juste une structure juridique. C'est un système de valeurs, c'est un mode de travailler, c'est une réflexion de comment une collectivité veut offrir des services à la population. Donc, moi, je trouve que s'il y a bien un professionnel qui va vouloir répondre à son ordre et être droit par rapport à ça, ça va être le professionnel qui est en coop. Mais en même temps, juste dire, ça n'enlève pas tout suivi réglementaire ou encore, peu importe, tu travailles dans une entreprise d'économie sociale ou dans une Inc., je veux dire, tout le monde est soumis aux mêmes lois et règlements. D'accord. Maintenant, vous proposez d'enlever personne morale sans but lucratif pour remplacer pour exact. Entreprise d'économie sociale. Est-ce que vous avez regardé, pour vous, ça ferait votre affaire, est-ce que vous avez regardé les préoccupations dans les autres mémoires à propos de ce vocable-là? Est-ce que d'utiliser entreprise d'économie sociale, ça viendrait faciliter ou il n'y aurait pas d'incidence ou ça viendrait confondre les gens d'utiliser ça pour d'autres organisations? En fait, ça vient clarifier parce qu'on a une loi en économie sociale au Québec qui définit clairement ce qu'est une entreprise d'économie sociale, qui inclut les OBNL et les coopératives. Présentement, la PMSBL n'inclut pas les coopératives. Donc, à la base, les coopératives sont présentement complètement exclues du projet de loi 67. Comme ça n'existait pas au Québec des coops.
D'accord. Donc, alors, à votre sens, ça nuirait pas aux autres groupes non plus? Ça nuirait pas. Puis moi, j'ai consulté tous les mémoires qui ont été déposés publiquement sur le site, là, puis il n'y a personne qui traite de la définition de PMSBL, sauf nous. Fait que, de un, je pense pas que c'est tant une préoccupation parce qu'ils la voient pas, parce que moi, je baigne dedans tous les jours, fait que je peux l'entrevoir. Mais en fait, il n'y a aucun négatif de remplacer PMSBL par entreprise d'économie sociale, parce qu'en réalité, économie sociale est bien définie dans la loi sur l'économie sociale, fait qu'on va savoir à quoi s'en tenir. Alors que dans la loi sur la Société d'habitation du Québec, PMSBL, ça veut dire une chose. Dans le règlement du barreau qui a été passé pour permettre les professionnels d'exercer, PMSBL veut dire une autre chose. PMSBL n'a pas de constance. C'est fluctuant. Alors qu'une entreprise d'économie sociale, on sait c'est quoi, et il n'y a personne qui va être déçu de la définition. Merci beaucoup. Monsieur le député Saint-Henri-Saint-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre excellente présentation et votre mémoire assez limpide et directe. Là, on le comprend bien. Il y a un petit élément, par contre, à la lecture qui, pour moi, mériterait une petite précision. J'aimerais ça vous entendre. C'est à la page 8, sur la première recommandation. Vous dites, qui plus est, il faudrait éviter d'inclure l'obligation d'interdire l'attribution de ristournes et l'obligation d'interdire de verser de l'intérêt. J'aimerais ça vous entendre sur ce point-là spécifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que vous recommandez? Oui. En fait, une coopérative, il y a deux véhicules financiers d'une coopérative. Au niveau de la ristourne, ça permet notamment aux coopératives de travail, en fait, tout type de coopérative, là, les excédents, quand on dit que c'est redonné aux membres, ça permet de redonner, en fait, les excédents aux membres. Donc, c'est un véhicule financier qui est intéressant pour enrichir collectivement la coopérative, qu'il ne faudrait pas brimer ce véhicule financier-là. Même chose pour les parts et les parts privilégiées. C'est un véhicule financier qui vient capitaliser la coopérative. Donc, encore une fois, il ne faudrait pas brimer ce véhicule financier-là qui, au final, n'a aucun incident ou qui n'atteint pas du tout là, ce qu'on veut faire avec le PL 67. Là, vous dites qu'il ne faudrait pas, mais est-ce que là, c'est fait ou modifié de quelconque façon ou vous nous envoyez Non, il faudrait juste le spécifier. Comme un message que vous... C'est ça. Il faut juste à faire attention que si vous auriez l'idée de dire qu'il faudrait s'empêcher la ristourne parce que la notion, exemple, je ne sais pas moi, à coût modique, où on veut s'assurer que, bon, c'est une entreprise d'économie sociale, on veut s'assurer que ça ne fera pas de profit, ça ne générera pas d'excédent, ça ne fera rien. Il n'en demeure pas moins qu'une entreprise d'économie sociale, une coopérative, veut avoir les meilleurs professionnels au sein de sa coop, va s'engager à rétribuer le service de façon à coût modique pour la population, mais en même temps, on ne peut pas lui brimer de tous ses véhicules financiers pour venir se capitaliser. Fait que c'est en lien peut-être avec l'élément de coût modique directement, finalement. En fait, on tenait à vous le spécifier d'entrée de jeu. Parfait. Parce que si éventuellement vous analysez le modèle d'affaires juridique et que vous voyez ces deux véhicules financiers-là, on ne voulait pas que vous posiez de questions, on voulait d'entrée de jeu vous le spécifier qu'il ne fallait pas parce qu'on le voit le restreindre. Dans différents programmes gouvernementaux, ça dit qu'une coopérative, pour être éligible, elle ne peut pas émettre de ristourne. Mais la ristourne, c'est une manière de rendre compétitifs les salaires. Encore une fois, si on veut que ça soit attractif, il faut permettre dans certains cas, pas tous les cas, comme les coops de solidarité en santé où ça va être multidisciplinaire, c'est moins l'enjeu. Mais les IPSPL qui décident de faire une coop d'IPSPL, bien, c'est sûr que ça serait intéressant de permettre la ristourne. Donc, c'est là la petite nuance. Puis on pense que... Oui, juste pour être clair, je veux dire, une coopérative, c'est une entreprise qui est transparente, démocratique. Tout est connu et su de l'entreprise. Il n'y a pas de ristournes qui sont versées si ce n'est pas entièrement approuvé par le conseil d'administration qui détermine les montants de ristournes. Puis c'est véhiculé dans tous les documents financiers qui sont rendus disponibles à l'ensemble des membres à l'Assemblée générale annuelle. Donc, il n'y a pas de cachette. Merci beaucoup de votre participation. Maître Smith, Mme Paquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci. Alors, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Il nous fait plaisir d'accueillir les représentants de la table de concertation des associations professionnelles. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, peut-être vous présenter. Et comme vous savez, vous avez 10 minutes de présentation pour ça, on aura un échange avec les membres de la Commission. Encore une fois, bienvenue. La parole est à vous. Donc, bonjour, je me présente, Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Je suis accompagné par un confrère, M. Gaétan Roussy, qui est président de l'Association des psychologues du Québec, et du Dr Carl Tremblay, qui est président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Donc, Monsieur le Président, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Mesdames, Messieurs, membres de la Commission, merci de nous entendre. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole au nom de la table de concertation des associations professionnelles, dit la TACAP,
afin de contribuer à cette importante réflexion sur le projet de loi 67 qui vise la modernisation du système professionnel. La TACAP est un regroupement d'associations et de syndicats professionnels représentant des professionnels. Conjointement, elle représente la voix de plus de 1000 professionnels. Ce regroupement est l'un des principaux acteurs intéressés relativement aux changements envisagés par la modernisation du système professionnel. Nous sommes l'un des rares acteurs s'exprimant directement et uniquement pour les professionnels. Notre présence est donc essentielle à toutes les étapes du débat, à même titre que le public, que les ordres professionnels, que le Conseil interprofessionnel du Québec et que l'Office des professions. Donc, je vous nomme les associations qui la composent. Association des chirurgiens dentistes du Québec, Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique de petits animaux, Association des opticiens et opticiennes du Québec, Association des optométristes du Québec, Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec, l'Association des psychologues du Québec, l'Association des orthophonistes et audiologistes, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l'Association québécoise de la physiothérapie, l'Association des sexologues du Québec et les avocats notaires de l'État. Maintenant, considérant nos demandes. D'entrée de jeu, la TACAP salue le processus de modernisation du droit professionnel entamé par le gouvernement, mais nous constatons que les principales préoccupations des professionnels sont malheureusement pas incluses à cette première étape de la modernisation. En effet, bien qu'il nous ait été souligné que ce projet de loi s'inscrivait dans le cadre d'une modernisation majeure du droit professionnel et que d'autres changements suivraient, la TACAP veut dès maintenant sensibiliser le gouvernement et la Commission aux recommandations comprises dans son mémoire. Nous souhaitons que celle-ci pourrait être intégrée à ce présent projet de loi ou à un futur projet de loi qui, nous l'espérons, suivra très prochainement. Donc, de façon générale, nos recommandations sont issues du rapport qui émane du Conseil interprofessionnel du Québec, dont nous avons fait sienne plusieurs recommandations. Je vais laisser mes confrères en discuter plus longuement, donc je vais passer la parole à M. Gaétan Roussy. Alors, bonjour, M. le Président, Madame la ministre, Messieurs, Mesdames les parlementaires. Donc, il y a quelques années, lorsque la ministre Sonia Lebel avait demandé au Conseil interprofessionnel du Québec de se pencher sur la question des syndics, des ordres professionnels, ça avait créé un très grand espoir chez plusieurs professionnels à cause des difficultés qui se présentaient par rapport à cette question-là. Ça demandait beaucoup de courage pour ouvrir là-dessus parce que ça avait jamais été fait dans le monde professionnel, cette mise au point-là qui était absolument nécessaire. Et le Conseil interprofessionnel du Québec, par la suite, a déposé son rapport sur le sujet qui contient plusieurs recommandations très intéressantes. Et nous, on voulait simplement s'assurer que ce soit toujours dans les plans du gouvernement d'appliquer ces recommandations-là qui sont très importantes pour nous. Parce que dans une société démocratique comme la nôtre, comme vous le savez, tout le monde doit rendre des comptes. Même les juges doivent rendre des comptes. Le SCRS doit rendre des comptes, les banques doivent rendre des comptes à l'Autorité des marchés financiers, les policiers doivent rendre des comptes à une commission, les syndics de faillite doivent rendre des comptes au surintendant des faillites, mais les syndics des ordres professionnels, étrangement, n'ont pas de compte à rendre à personne jusqu'à présent. Alors, donc, on voulait simplement s'assurer de la poursuite des travaux par rapport à ça. Et on voulait vous inviter aussi, quoi qu'il arrive par la suite, quelles que soient les décisions du gouvernement par rapport à ça, on vous invite à impliquer activement les associations professionnelles. Ça serait une bonne façon d'arriver à une solution plus aisée, plus rapide aussi pour ce problème-là dont on va vous parler plus à fond. De la question des syndics des ordres professionnels, leur comportement, leur manière d'agir. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon collègue. Alors, de mon côté, je vais vous parler des 5 recommandations qu'on vous propose aujourd'hui parmi les 17 recommandations du rapport du CIQ. Alors, premièrement, on voudrait avoir l'adoption d'un code de déontologie des syndics des ordres professionnels pour avoir un cadre normatif. Ce serait une première étape. Deuxièmement,
la création d'un poste de commissaire aux plaintes chargé de recevoir et de traiter les demandes d'enquête. Et puis, troisièmement, en lien avec ces enquêtes-là, bien, la création d'un conseil de discipline, parce qu'aucun mécanisme de surveillance ne sera efficace s'il n'est doublé d'un pouvoir d'imposer des conséquences. Ensuite de ça, la détermination d'un délai contraignant à l'intérieur duquel un syndic doit compléter son enquête, informer le professionnel visé du résultat et porter plainte le cas échéant. Il est inacceptable que des enquêtes s'étirent sur plusieurs mois, voire souvent sur plusieurs années. Ça laisse les professionnels concernés dans l'incertitude la plus complète, dans le stress le plus complet. C'est aussi inacceptable pour le public qui porte plainte parce que le public s'attend à une certaine diligence dans le traitement de ses plaintes. Ensuite de ça, cinquièmement, bien, un ajout à la disposition du Code des professions énonçant le droit de tout professionnel faisant l'objet d'une enquête à l'assistance d'un avocat et à l'obligation corollaire du syndic d'en informer le professionnel à la première occasion. Parce que pour l'instant, les professionnels sont parfois accompagnés d'un avocat, mais celui-ci n'a pas le droit de parole. Alors, on voudrait que vraiment le professionnel puisse être accompagné d'un avocat. En conclusion, je dois vous dire que ce projet de loi-là qu'on appuie est un projet de loi qui mène à la modernisation du système professionnel, doit être vu comme une occasion unique d'inclure nos recommandations dans cette réforme de la loi, car toutes nos recommandations, ainsi que la majorité des recommandations du rapport CQ suggéré par les ordres professionnels eux-mêmes, nécessitent un changement à la loi actuelle. Donc, si nous passons à côté de ce moment quasi historique, nous craignons qu'une autre occasion ne se présente que dans plusieurs décennies. Alors, ce serait bon, autant pour le public que pour les professionnels concernés. Merci beaucoup pour votre exposé. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation. Je tiens d'entrée de jeu à réitérer ce que j'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises, particulièrement devant les autres professionnels, naturellement. On est dans une démarche de modernisation de notre système professionnel qui, oui, c'est vrai que j'ai entamé cette démarche-là quand j'ai eu l'occasion, en 2018-2020, d'être responsable des ordres professionnels. Par la suite, il s'est passé beaucoup de choses au Québec qui ont fait en sorte que peut-être, malheureusement, la priorité de moderniser n'était pas la priorité numéro 1. Mais quand j'ai récupéré cette fonction en 2022, rapidement d'entrée de jeu, j'ai réitéré que j'avais 2 mandats très précis. Le premier était de continuer cette modernisation-là qui a été entamée aussi par la consultation que le CIQ a fait et des recommandations qui apparaissent dans le rapport auquel vous avez fait référence. Et, entre autres, aussi l'élargissement des professions, particulièrement dans le domaine de la santé, pour être capable d'avoir de meilleurs services à la population. Donc, je vous rassure, vous l'avez dit d'entrée de jeu, toute la question de la discipline, de la gouvernance, il y a plusieurs grands sujets qu'on veut aborder et le travail est en cours de chemin. On pourra l'aborder dans des étapes subséquentes. J'ai bien mentionné que le projet de loi 67 était une première étape parce que j'ai assez d'expérience comme professionnelle et je dirais comme responsable des ordres professionnels pour comprendre que si on attend que l'ensemble de l'œuvre soit parchevée, on n'y parviendra jamais. Donc, l'idée du projet de loi 67 était de, en bon français, sécuriser les choses qui faisaient consensus immédiatement pour être capable de bâtir sur ces étapes-là et passer à une prochaine étape. Naturellement, je prends bonne note de la lettre que vous avez envoyée avec les différents postes qui focalisent beaucoup plus sur la notion de syndic et de discipline, qui est une notion que je partage avec vous. Je pense qu'il faut faire des travaux dans ce sens-là. On verra vos recommandations, comment elles vont se déployer dans le temps à ce moment-là et comment elles vont se mettre en œuvre ou non, là, dépendamment de la suite des travaux. Mais vous l'avez dit, vous représentez plusieurs associations. Je ne les nommerai pas toutes parce que vous l'avez fait tantôt et elles sont énumérées dans votre lettre de toute façon. Mais on a des ingénieurs, on a des gens du domaine de la santé, on a beaucoup de gens du domaine de la santé, d'ailleurs, des avocats notaires également,
On a reçu et on va recevoir 2 de vos membres, qui est l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je pense que c'est les propriétaires qu'on voit tantôt, puis on a vu les établissements la semaine passée, mais je sais qu'on reçoit les 2, qui vont faire part d'un point particulier. Mais parmi toutes ces belles associations-là, est-ce que vos membres vous ont parlé de la notion de permis restreints, de permis spéciaux, de projets pilotes? Et du point de vue des associations, d'avoir des membres qui ont des permis restreints ou des permis spéciaux, comment vous voyez ça? Parce que je ne dis pas que vous n'êtes pas soucieux de la protection du public, mais ce n'est pas votre première mission. On va se parler franchement. Donc, du point de vue de vos membres et du point de vue des associations, quelles sont vos réactions sur cette notion de permis restreint temporaire ou de permis spécial qui est une forme de permis restreint, mais plus permanente? Le mandat du comité n'était pas de se pencher sur ces questions-là, mais de vraiment amener quelque chose de commun à toutes nos associations. Alors, on va laisser les différents ordres professionnels, les différentes associations représentées par ces doléances-là de venir s'exprimer eux-mêmes. OK. Donc, ni oui ni non, bien au contraire, c'est ça? Exactement. Ce que je dirais pour répondre un peu à votre question également, par exemple, vous avez accordé le diagnostic des troubles mentaux à certains professionnels. Bien entendu, ça a un lien aussi avec la question du syndic de toute façon, parce que eux vont vouloir justement rester vigilants par rapport à cette question-là. On sait que ça peut être préjudiciable et des choses comme ça, des diagnostics, hein, tout ce que ça implique pour les gens, pour le public. Alors, ce serait rassurant pour les professionnels aussi de savoir que les travaux, justement, vous nous rassurez en disant que les travaux s'en viennent par rapport au syndic pour s'assurer que ces questions-là soient réglées. Parce que, comme certaines professions commencent à diagnostiquer des troubles mentaux, bien, il pourrait y avoir des malentendus peut-être entre les professionnels et certains syndics éventuellement, juste pour être sûr que ça se fasse harmonieusement. Ce serait un exemple pareil. Comme ça. Parce que nous, comme mon collègue disait, notre regroupement, c'est vraiment, là, on a centré ça là-dessus, là, mais chaque association aussi a ses préoccupations propres, évidemment. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je suis certaine qu'on aura l'occasion de discuter plus avant de ces sujets-là, quand ils seront, je dirais, à l'ordre du jour plus précisément. Merci. Absolument. Le ministre, par exemple, pour le code de déontologie des syndics, par exemple, est-ce que vous avez une idée d'échéance, par exemple? Parce que nous, on aimerait bien le voir avant de pouvoir en discuter éventuellement avec vous. Est-ce que vous avez une petite idée? En temps opportun. En temps opportun? Alors, OK, fait que vous ne le savez pas. Je vous taquine. Merci. Merci de votre présentation, messieurs. Merci. Madame la députée de Lapinière, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, messieurs, pour votre présentation. Une première question, sauf erreur, un syndic d'un ordre professionnel est membre de l'ordre en question. C'est toujours le cas. Alors, ce syndic est lié par le code de déontologie de son propre ordre professionnel? Non. D'accord. Alors, c'est pour ça que vous demandez que la fonction, les professionnels qui exercent la fonction de syndic dans chaque ordre soit lié à un code qui serait commun, transversal à tous les ordres, finalement, à tous les syndics de ces ordres-là. Merci. Votre deuxième recommandation, en fait, de pouvoir enquêter sur les syndics eux-mêmes à la suite de plaintes via la création d'un commissaire aux plaintes. Donc, ça m'apparaît tout à fait logique. Votre troisième recommandation d'un code de discipline des syndics, est-ce que je comprends que cette recommandation-là que vous faites dans votre mémoire n'était pas dans le rapport du CIQ? Effectivement, elle n'était pas dans le rapport de CIQ. Alors, nous autres, on va un petit peu plus loin que le CIQ à ce niveau-là parce qu'on pense que si on a un organisme qui n'a pas de certains moyens de coercition, bien, ça n'a pas d'impact sur le syndic fautif, puis il peut continuer de travailler de la même façon s'il n'y a pas des conséquences. C'est la même chose pour les professionnels. Hein? Quand on est devant le syndic puis qu'on a commis une faute, il y a une conséquence. C'est la même chose pour le code de la route. Hein? Ça nous empêche d'aller trop vite, même si des fois la route est belle puis qu'on est seul, parce qu'on a peur des conséquences. Alors, c'est un peu la même chose pour tous les professionnels. Alors, je ne vois pas pourquoi les syndics seraient exempts de potentielles, vraiment, sanctions.
D'accord. Donc, ça se trouve à être comme une 18e recommandation au 17 qui est inclus dans le rapport. Un complément d'une des recommandations du CIQ. Ah, d'accord. D'accord, parfait. Pour ce qui est de la recommandation 4 sur le délai contraignant la fin des travaux du syndic, est-ce que peut-être dans le rapport du CIQ, il y avait un lien aussi avec le délai d'obtenir les informations? Parce que parfois, pour mener une enquête auprès d'un dossier d'un professionnel ou des actes d'un professionnel, ça peut ne pas être si simple que ça, même si le syndic a le pouvoir d'exiger des informations. Il peut avoir peut-être une réticence. Je ne parle pas d'un cas particulier, mais dans le domaine du possible. Alors, est-ce que ça, vous envisagez que ce soit quand même balisé parce que le syndic, surtout s'il est lié par un code de déontologie, il veut faire un bon travail, un travail complet d'enquête. Alors, il faut qu'il ait accès à tous les documents. S'il est contraint par un délai absolu, il ne pourrait pas faire son travail correctement. Alors... Bien, effectivement, on le fait au ministère de la Santé avec l'arrêt Jordan. On donne un délai pour que les gens soient jugés. Alors, c'est un peu la même chose. Puis, en tant que délai très précis, bien, on invite le gouvernement à nous inviter, et à l'Office des professions à nous inviter quand il sera question de déterminer un délai pour chacune des professions, qu'on soit à la table pour vous éclairer, pour vous parler des différents enjeux qu'on vit sur le terrain, qui, comme je le disais d'entrée de jeu, impactent souvent le public aussi. Parce que le public, à un moment donné, perd un peu confiance dans les institutions quand les procédures s'allongent d'une façon indue. Oui. Je vais peut-être juste complémenter. Là. Écoutez, vous avez vu l'ensemble des associations qui sont énumérées. Si on a réussi à faire une recommandation concertée sur des enjeux de délai, c'est que ce n'est pas anecdotique. C'est quelque chose qui est général à l'ensemble des associations qui sont indiquées là. Donc, ils ont subi certains, en guillemets, préjudices. Puis c'est pas juste... des fois, la balle est dans la faute du professionnel, des fois, tantôt, dans la faute du syndic. Mais je vous dirais que lorsque on fait office d'une enquête du syndic, on a un épée de Damoclès au-dessus de la tête. Peu importe le professionnel. Il y en a qui ont des enjeux plus grands. Vous écouterez les pharmaciens propriétaires après nous. Mais écoutez, quand on est un professionnel, qu'on subit une enquête, c'est très difficile si, par exemple, on souhaite changer d'emploi, la mobilité s'en voit réduite. Il y a pas, les employeurs vont être réticents à embaucher quelqu'un qui pourrait être sous l'effet d'une radiation possible. Donc, vous comprendrez que ces délais-là sont très, très importants. Et l'agent, comme le Dr Tremblay l'a mentionné tantôt, c'est que ça cause un stress. On a toujours cette épée-là au-dessous de la tête, puis c'est important qu'à un moment donné, on vienne à avoir des délais, je dirais, plus contraignants, puis que les enquêtes avancent. Est-ce que oui ou non, il faut porter plainte? Est-ce que oui ou non, il arrive des choses? Donc, c'est de là notre recommandation. Je rajouterais aussi, vous demandiez tantôt si le CIQ avait mentionné cette question-là. C'est en page 18 de son rapport. À la page 18 du rapport du Conseil interprofessionnel du Québec, il y a 2 paragraphes sur les délais d'enquête, comme quoi ça a été mentionné que les délais étaient beaucoup trop longs. Et le CIQ fait une semi-recommandation à l'effet de renvoyer ça à une modification du Code des professions pour traiter certains dossiers en fonction de critères très précis. C'est comme s'ils réfèrent aux autres professionnels en disant qu'ils ont leurs critères, puis il y aurait moyen, mais c'est pas clair. Et par rapport aux autres professionnels, c'est pas que les autres professionnels sont pas corrects, c'est juste qu'ils sont un petit peu... je sais pas si je peux employer le mot conflit d'intérêts, mais par rapport à leur syndic, c'est leur bureau du syndic. Alors, on vous en reparlera peut-être tantôt, mais on veut vraiment des processus indépendants, vraiment indépendants, pour pas que les autres professionnels se sentent coincés eux-mêmes de toute façon, parce qu'ils ont chacun leur façon d'agir et plusieurs autres professionnels collaborent régulièrement avec leur syndic pour discuter de leur travail, mais à ce moment-là, je ne sais pas s'ils se sentiraient vraiment à l'aise d'appliquer, d'intervenir lorsqu'un syndic se comporte de façon inadéquate. À cause déjà du lien de confiance, de la façon de travailler ensemble, de certaines facilités. Alors, c'est pour ça. Et du côté des professionnels, bien, même si la plupart s'entendent bien avec leur ordre professionnel, il reste que c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes enjeux. Alors, on serait plus à l'aise à ce moment-là. Et ça fait partie, d'ailleurs, des recommandations
d'avoir vraiment un processus plus indépendant, là. Est-ce que il y a des obstacles qui ont été identifiés à la réalisation d'enquêtes dans des délais, disons, je vais utiliser le mot entre guillemets, là, raisonnables aux yeux d'un professionnel? Est-ce qu'il y a des obstacles qui ont été identifiés, des raisons pour lesquelles ce n'est pas anecdotique que le délai s'allonge comme ça? Bien, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais entre autres choses, c'est souvent, parfois, des absences de réponse. Quand le professionnel demande au syndic, bien, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je vais avoir une réponse? Quand est-ce que vous allez avoir telle information? Bien, souvent, les professionnels n'ont pas de réponse à ça. C'est comme si, à un moment donné, c'est le syndic qui décide de ça. Et je me souviens, j'avais assisté à une audience en cour supérieure avec le juge Castonguay qui s'étonnait du fait qu'un syndic, un dossier d'enquête de syndic était ouvert depuis 15 ans. Et j'étais là, moi, dans la salle. Alors, c'est comme si, à un moment donné, c'est pas juste un délai, c'est comme si le dossier est en hibernation. Et à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de règles vraiment définies, pas d'obligation. C'est sûr qu'il y a quelques règles, quelques critères, mais je veux dire, je pense que vous comprenez qu'on veut quelque chose vraiment de plus précis et de plus contraignant, dans le but, de toute façon, dans l'intérêt du public, dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des professions, du monde professionnel, pour que ça se règle, parce que ça a toujours traîné ces questions. Pour compléter, on sait qu'il y a certains obstacles à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'asseoir tous ensemble puis essayer de régler le problème. Puis je vous rappelle que le rapport du CIQ émane des ordres professionnels eux-mêmes qui se sont penchés sur les meilleures pratiques dans d'autres juridictions, qui ont rapporté ça ici, qui en ont produit un rapport intéressant. Alors, je pense que c'est assez rare que les ordres et les associations sont en accord, mais sur ce rapport-là, on se rejoint à plusieurs endroits. Alors, vous avez concentré l'essentiel c'est-à-dire dans vos recommandations, vous êtes limité, je dirais, aux recommandations du rapport du CIQ qui portait sur les syndics, parce que vous avez dit que c'était ça le mandat qu'on vous avait donné, je crois. Mais est-ce qu'il y a d'autres recommandations de ce rapport-là qui devraient être mises en œuvre? Je pense que oui, là, vous êtes d'accord avec le rapport, mais qui devraient être mises en œuvre. Est-ce qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité dans ce projet de loi-là aussi, ou c'est plutôt... vous êtes limité parce que non, vous ne voyez pas comment ça peut entrer dans ce projet de loi? Non, mais je pense que ça dépend du législateur lui-même. Si il est en accord pour procéder à des changements, nous inclure dans les discussions pour entendre nos expériences, l'expérience de nos membres, certainement qu'on peut bonifier tout ça, mais je pense que ce serait déjà un bon point de départ si nos 5 recommandations étaient appliquées. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation très claire. Actuellement, là, c'est quoi les recours des professionnels face au syndic? Y en a-tu? Aucun. Aucun. Fait qu'il y a pas, je pense que le barreau a un comité de révision de la décision du syndic. Il n'y a pas possibilité d'appeler devant le tribunal. Il n'y a pas de recours. En fait, on peut appeler sur une décision, mais on ne peut pas en appeler sur la façon dont on a été traité par un syndic. C'est très, très différent. Mais quand on va le contester, en fait, ça n'aura aucun impact la conduite finalement du syndic. On va se défendre, nous, professionnels, face à le bris de notre obligation déontologique ou de normes de pratique, mais il n'y aura pas de capacité pour vous ou du professionnel de soulever la problématique ou comme un bris de procédure ou ça. Il n'y a pas d'espace. Fait que c'est essentiellement plutôt ça sur la méthode du comment, plus que sur le fond de la conduite ou le fond de la décision professionnelle sur lequel vous nous appelez à agir. Tout à fait. Vous vouliez ajouter? Oui, bien, j'ajouterais également que le dossier d'enquête est confidentiel. Alors, c'est lors de l'enquête particulièrement qu'il y a des problèmes à cause de l'attitude du syndic par rapport de certains syndics, là, par rapport aux professionnels. Mais là, le dossier d'enquête est confidentiel. En termes d'équité procédurale, le droit de répondre, le droit de voir la preuve, le droit de contre-interroger, cet ensemble-là, c'est des choses qui devraient être vues, là, selon vous. Oui, puis il y avait Maître Frère de Montréal, un avocat de Montréal, qui a établi une liste de causes dans lesquelles le syndic avait quand même été obligé de déposer son dossier d'enquête.
Ça avait été présenté en cour supérieure en 1900, je peux pas vous donner l'année. Mais je l'avais entendu, Maître Frère, et il y avait une série de possibilités quand même. Mais ça se relance en cours d'appel, en cours de ci, en cours de ça. Sur une définition de l'équité, finalement, puis là, ça avance avec ce qu'on peut définir en droit. C'est pas du droit administratif, là, ça va être du droit de sanction professionnelle, ça va être du droit professionnel, mais quand même. Vous dites pas toujours le droit à l'avocat, vous dites se font parfois imposer le silence. Puis là-dessus aussi, ce que vous dites, c'est que la règle n'est pas claire, finalement. C'est que ce n'est pas un droit actuellement. Ce n'est pas un droit. C'est toléré par les ordres. Puis, tu sais, je veux juste comme recentrer un peu notre discours ici. Là, on n'est pas en train de faire le procès des syndics. Nous, on est dans la démarche d'amélioration du système, de la modernisation qui arrive à peu près à tous les 50 ans. Donc là, on souhaite améliorer le système. Puis là, on voit là, que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, les syndics ne sont pas imperméables à tout ce qu'on voit partout. Quand vous collectez aussi, il y a des abus aussi, c'est pas imperméable à ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en général, de façon générale, un syndic devrait être encadré à même titre que les professionnels au Québec via un ordre et un code de déontologie, ce qui viendrait régler la très grande majorité des enjeux qu'on a ici. Puis les syndics, eux, reçoivent ça comment, vos recommandations? Bon, on discute avec eux, puis honnêtement, c'est que ça doit dépendre de chacune des associations. Chez nous, les ingénieurs, on n'a pas vraiment d'enjeu depuis que l'ordre n'est plus en tutelle. Donc, tu sais, on a n'importe qui veut se faire encadrer, bien sûr, ça ne doit pas lui faire plaisir, mais... En même temps, on peut en profiter de cet encadrement-là. Justement, toutes ces critiques-là qui sont légitimes pourraient être évacuées avec un mécanisme indépendant qui redonnerait une confiance dans l'institution. Tu sais, de la même façon où le syndic de bonne foi qui fait son travail, lui, n'aurait pas de problème à voir peut-être certains de ses collègues qui font peut-être un peu moins bien que lui être encadrés. Fait que je pense que peut-être au contraire, ils pourraient être vos alliés dans cette discussion-là. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Est-ce que, tu sais, à part, mettons, la question du délai, est-ce que vous voyez des obstacles ou des drapeaux rouges qui sont soulevés par les autres recommandations ou vous sentez que c'est consensuel? Écoutez, pour les avocats, ce que les syndics nous mentionnent, tu sais, quand on discute avec eux, ils disent... Puis là, le wording est vraiment important ici. On ne demande pas d'être... on demande de l'assistance d'un avocat. C'est l'assistance d'un avocat, c'est que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait voir, mettons, en droit criminel, c'est que c'est pas être représenté par un avocat, c'est différent. L'assistance d'un avocat, ce n'est que quelqu'un pour nous aider. Vous comprendrez que dans un processus d'enquête, quelqu'un qui est quand même formé pour faire des interrogatoires est capable d'aller soutirer certains mots, certaines phrases, certaines informations qui pourraient comme amener le professionnel dans un endroit où il est plus ou moins à l'aise, il répond, des fois on répond nerveusement, puis il ne devrait pas aller dans ce coin-là. Un avocat pourrait comme le rediriger, le recentrer. Puis c'est pour nous mettre sur un pied d'égalité. La balance des pouvoirs, c'est important que quand on se fait face à des gens qui sont formés justement pour faire des... Sur les autres questions, sur l'adoption du code, ça, il y a un consensus ou il y a des obstacles, il y a des levées de boucliers? Ça semble y avoir un consensus auprès des ordres professionnels. Parfait. Parce que la ministre disait tout à l'heure qu'elle prenait par bouchée de consensus. Fait que c'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là. Sur celui-là, vous voyez que la job est faite, le consensus existe. On pense que oui. Mais on n'a pas parlé à tous les ordres indépendamment, mais c'est leur rapport, hein, le rapport évidemment, du CQ. Vous parlez pour vous, c'est bien évident. Bien entendu. Puis sur la création d'un poste de commissaire aux plaintes, vous voyez qu'il y a consensus sur ça aussi? Bien, en tout cas, nous autres, c'est notre recommandation. Mais il n'y a pas quelqu'un tout de suite dont vous savez, ah ouais, eux autres, ils ne voudront pas? Non, ça, pas à ma connaissance. Alors que sur le délai d'enquête, ça, j'entends, je vois déjà venir des drapeaux rouges en disant, ouais, mais attention, il y a des faits nouveaux, il y a une enquête qui prend du temps, il y a des mesures, il y a des moyens. Là, pour ça, on pourrait deviner qu'il y a peut-être des éléments réfractaires. Peut-être, mais c'est quand même dans le rapport du CQ, donc sûrement moyen de trouver des solutions. Vous voulez ajouter, bien sûr? Et par rapport justement au commissaire aux plaintes, par exemple, ou tout organisme ou tout processus qui pourrait servir à recevoir les plaintes à l'endroit des syndics, il y a des syndics, là, tout d'un coup, qui ont dit « Ouais, mais des fois, peut-être qu'on pourrait avoir des plaintes abusives ou peut-être qu'on pourrait être écrit, tu sais. » Fait que on s'est senti compris comme professionnels. Alors, c'est pour ça là, que c'est juste une question d'équité. Hein? S'il y a des processus d'un bord, il faut qu'il y en ait un de l'autre aussi. Bien, merci beaucoup, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Alors, Dr Tremblay, M. Martin, M. Roussy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est très apprécié. Et la commission suspend ses travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci.
Alors, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir les représentants et représentantes de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Merci beaucoup. Alors, on termine les auditions publiques, consultations avec vous. Alors, on finit en beauté. Alors, comme vous connaissez les règles, 10 minutes de présentation, puisqu'on a une période d'échange avec les membres de la Commission. Donc, je vais d'abord vous présenter et débuter votre exposé. Merci beaucoup. Bien, merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, membres de la Commission. Donc, je suis Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Je suis pharmacien propriétaire aussi. Je suis accompagné par Jean Boursier, pharmacien, vice-président exécutif et directeur général, et par Maître Marie-Ève Gagné, directrice aux affaires juridiques et à la négociation. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires représente les 2092 pharmaciennes et pharmaciens propriétaires de quelques 1900 pharmacies réparties partout sur le territoire québécois, et ce, toutes bannières et chaînes confondues. D'entrée de jeu, je tiens à réitérer notre soutien au projet de loi 67, visant entre autres à élargir le champ de pratique des pharmaciens et à accroître leur autonomie professionnelle. Au cours des dernières années, on a pu assister à une évolution importante de la profession qui a permis aux patients de bénéficier davantage de l'expertise de leurs pharmaciens. Toutefois, en raison de certaines limites dans leurs droits de pratique, les pharmaciens se voyaient restreints dans leur capacité d'aider leurs patients. Le projet de loi 67 apporte un changement majeur dans la vision des soins de santé au Québec. Le gouvernement a choisi de miser sur l'accessibilité du réseau de la pharmacie et sur la capacité des pharmaciens d'en faire plus. Ceci permettra enfin aux pharmaciens d'utiliser davantage leurs compétences et leur jugement professionnel pour améliorer l'accès à la première ligne de soins et la prise en charge des maladies chroniques. C'est donc une excellente nouvelle pour les patients et pour la population. Je tiens à saluer le travail, la vision et même le courage de l'Office des professions, de l'Ordre des pharmaciens, du Collège des médecins, du gouvernement et de tous ceux qui ont travaillé dans ce dossier. Nos objectifs est de faire du déploiement des modalités du PL 67 un franc succès et d'en assurer une mise en place efficace, rapide, pour le bénéfice de nos patients et du système de santé. Pour y arriver, nous aurons besoin de votre soutien et de l'établissement de conditions gagnantes. Nous nous devons toutefois de faire une mise en contexte importante. Faute d'une planification adéquate de la part du gouvernement, en collaboration étroite avec la QPP et d'une négociation consciencieuse dans l'optique d'établir un partenariat réel entre nous, nous pourrions passer à côté de réellement améliorer la fluidité des services pour les patients. Il faudra donner aux pharmacies communautaires les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles activités de façon optimale. Notre mémoire est le fruit d'un exercice rigoureux basé sur notre expertise du fonctionnement de la pharmacie communautaire. Pour que les patients puissent bénéficier le plus tôt possible d'une amélioration du parcours de soins, il est essentiel de s'y pencher avec attention. Par exemple, avec le PL 67, on anticipe une demande accrue de la part des patients, non seulement pour des services cliniques, mais pour une foule de conseils santé. Pour répondre à cette amplification des demandes, les pharmacies devront bénéficier d'une rémunération adéquate. Pour bien définir cette rémunération, il faudra prévoir une période de négociation et de transition réaliste. D'autres conditions sont à considérer pour que le modèle que déploiera le PL 67 demeure viable à long terme. On doit s'assurer que nos lois et règlements soient respectés par tous les joueurs de l'industrie. Malheureusement, un écosystème opaque de distribution de médicaments de spécialité prive l'ensemble du réseau des pharmacies d'accéder à certains médicaments. Cette situation problématique, qui perdure depuis plusieurs années, est l'œuvre d'un groupe de pharmacies et d'entreprises qui se livrent à des pratiques interdites pour accaparer une clientèle vulnérable. En résumé, ils dirigent les patients dans une pharmacie partenaire d'un programme de soutien aux patients. Il s'agit d'une approche illégale d'obtention de clientèle via un tiers, contraire au code de déontologie des pharmaciens et connu sous le nom de dirigisme. Dans ce système, le patient n'a pas le choix de son professionnel et n'est pas pris en charge par le pharmacien qui le connaît le mieux et qui fait le suivi complet de son dossier patient. Ce stratagème n'est pas sans conséquence. Il y a un risque et une incohérence à fractionner le parcours du soin des patients, ce qui, à notre avis, va à l'encontre des objectifs liés au PL 67. La prise en charge globale des patients par un seul pharmacien simplifie le parcours de soins et minimise les intervenants inutiles et les risques d'erreur.
Aujourd'hui, les lois et règlements en place pour encadrer les pratiques et sanctionner les fabricants, grossistes, non reconnus et intermédiaires ne suffisent pas à freiner cette pratique. Avec ce projet de loi, nous avons une opportunité unique de régler la situation. Dans notre mémoire, nous suggérons différentes modifications législatives et réglementaires, entre autres pour donner à la RAMQ de meilleures chances de succès. Je laisse maintenant la parole à Jean. Merci. Merci, Benoît. Avec ce projet de loi, on fait un choix de société sur le modèle de pharmacie qu'on préconise. On veut des pharmacies accessibles à la population qui offrent davantage de services de proximité. On veut des pharmaciens capables de répondre aux patients dans un court délai et avec agilité. Pour atteindre ces objectifs, il faut également prévoir la couverture de frais associés à divers tests de diagnostic ou de dépistage, nécessaires pour que les pharmaciens puissent jouer pleinement leur rôle auprès de leurs patients. Pendant la pandémie de COVID, les pharmaciens étaient au front, toujours ouverts et présents pour les Québécois. Le Québec a alors innové en permettant la distribution de tests rapides en pharmacie, puis encore plus en permettant aux pharmaciens de prescrire le Paxlovid, avec succès d'ailleurs, aux clientèles ciblées, ce qui a constitué une première mondiale. Je tiens à le souligner, on a été les premiers au monde à prescrire le Paxlovid, les pharmaciens. En ce moment, ces tests ne sont plus disponibles gratuitement en pharmacie, tout comme les tests pour le streptocoque, le VIH et le VHC. Oui. Les coûts de ces tests facturés aux patients sont une barrière à l'accessibilité des soins en pharmacie. Ils sont accessibles sans frais chez le médecin, mais ils ne sont pas couverts pour tous en pharmacie. Si l'on veut vraiment encourager la population à aller en pharmacie pour des conditions de ce genre, il faut s'assurer que ces barrières financières soient abolies pour le patient, comme ce fut le cas lorsque le gouvernement a retiré les frais de franchise et de coassurance sur les activités cliniques effectuées en pharmacie. Il faut aussi considérer que les pharmaciens auront besoin de soutien financier pour mieux aménager leur espace et leur chaîne de travail en fonction de leur nouvelle réalité. Il faudrait aussi collaborer pour que les logiciels de pharmacie et ceux du gouvernement se parlent. Actuellement, ils ne se parlent pas, pour éviter la duplication de l'entrée de données. Surtout, nous devons prendre le temps de bien communiquer à la population, de manière coordonnée, sur les soins effectivement disponibles en pharmacie et les modalités pour avoir accès à ces soins, pour éviter que la pharmacie ne devienne un centre de triage et que les patients en soient lésés. Finalement, avec ce projet de loi, le Québec sera en tête des provinces canadiennes, puis on reste là, mais je pense qu'on va être une des pratiques de pharmacie les plus avancées au monde, en termes d'activités cliniques dont pourra bénéficier la population en pharmacie. Ce n'est pas surprenant, considérant que la pharmacie québécoise est des plus axée sur les besoins des patients. Le fait qu'au Québec, les pharmacies sont exclusivement détenues par des professionnels de la santé, les pharmaciens, y contribue grandement. En effet, le droit de propriété au Québec, qui fait en sorte que seul un pharmacien peut être propriétaire d'une pharmacie, est un mécanisme essentiel qui assure que les intérêts du patient priment sur les intérêts commerciaux du propriétaire de la pharmacie. Cependant, ce modèle unique en Amérique du Nord subit des pressions importantes avec la concentration grandissante des joueurs de l'industrie partout au Canada. Le Québec ne fait pas exception à cette tendance. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'un déploiement optimal de l'élargissement du champ de pratique des pharmacies communautaires repose sur un renforcement des mesures visant à protéger l'indépendance professionnelle et l'autonomie des pharmaciens. Certaines dispositions du règlement sur certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l'exercice de leur profession doivent être modifiées à cet égard. Nous avons une occasion à saisir pour assurer une meilleure protection du public et éviter des dérives ou des pressions externes indues, par exemple des quotas fixés par des chaînes ou des bannières de pharmacie, comme c'est le cas notamment en Ontario, où récemment le Collège des pharmaciens de l'Ontario a soulevé d'importantes problématiques en ce sens. Et sur ça, je vais passer la parole à Benoît pour la conclusion. Merci, Jean. La QPP travaille sans relâche pour adapter le modèle d'affaires de la pharmacie québécoise aux besoins des patients et de l'écosystème de santé, et nous continuerons d'épauler nos membres et le gouvernement dans cette transition. Les pharmaciens communautaires sont aptes à intégrer les nouveaux changements dans leurs pratiques et se veulent des partenaires efficaces pour aider le gouvernement à atteindre ses cibles en matière de santé. Les pharmacies subissent toutes sortes de pressions de marché, des situations alarmantes partout ailleurs au Canada et aux États-Unis qui mettent en péril l'accessibilité en région, le contact humain, l'indépendance professionnelle et le droit des patients de choisir leur professionnel de la santé. Toutefois, des solutions sont proposées dans notre mémoire. Nous croyons que la vision d'avenir de la pharmacie québécoise, illustrée dans le PL 67, est la bonne. Il faut simplement se donner les moyens d'y arriver dès maintenant.
Et en terminant sur une note plus personnelle, quand j'ai gradué en 1988, il y a 36 ans, tout comme les pharmaciens du Québec, on rêvait d'une pratique qui nous permettrait d'aider nos patients à la hauteur de nos compétences et de notre formation. Ce projet de loi nous permettra enfin d'y arriver. Merci, M. le Président. Merci infiniment. Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, beaucoup de sujets, hein, certains qui relèvent de l'ordre de la négo. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne, d'autres de mon collègue en santé, d'autres qui ont l'objet de travaux de la RAMQ, donc, comme vous le savez. Donc, je n'aborderai pas ici ces sujets-là, bien que ce soit très intéressant de vous lire, là. Par contre, je vais peut-être parler un peu plus de ce qui concerne le projet de loi 67, disons-le de façon plus macro, puis peut-être on ira vers un peu plus de détails. Quand on parle du droit de propriété, l'indépendance de vos membres par rapport au droit de propriété ou de toute autre forme juridique à l'intérieur de laquelle vos membres pourraient exercer, peut-être nous donner un peu plus d'informations sur ces aspects-là. Je sais que vous êtes... en tout cas, je crois comprendre que pour vous, la question de l'indépendance du membre, d'être propriétaire de sa pharmacie, c'est important. On a entendu le Collège des médecins sur certains aspects quand les professionnels de la santé ne sont pas nécessairement propriétaires de leur clinique. Donc, peut-être vous entendre un peu sur cet aspect-là. Et ça va m'amener à vous demander de parler un peu plus de vos recommandations concernant les PMSBL, s'il vous plaît. Oui, bien, le droit de propriété au Québec est unique pour la pharmacie communautaire. Je pense qu'on est les seuls en Amérique du Nord, avec le Dakota du Nord, à avoir le droit de propriété. Donc, on a un certain privilèges et responsabilités envers ce droit-là, ce qui nous met à l'abri d'une certaine façon de l'indépendance professionnelle, ce qui protège l'indépendance professionnelle, mais on sent ce droit-là glisser. Il y a des joueurs de plus en plus importants, il y a des modèles d'affaires qui se développent où cette indépendance-là est mise à mal, et on sent qu'il y a une nécessité de le renforcer parce que la pharmacie au Québec, elle est différente d'ailleurs et elle est, de notre point de vue, plus performante, plus près des patients, plus efficace. Et le projet de loi aujourd'hui en est une des aboutissements, si on veut. Mais ce droit-là doit être protégé. On doit protéger ces acquis-là. Et on fait face à des grands joueurs, comme je disais, qui ont beaucoup de moyens. Et comme simple pharmacien propriétaire, parfois, la lutte est inégale et on doit protéger ces acquis-là, comme je disais, puis défendre les droits. Évidemment, on a soumis un mémoire à l'Ordre des pharmaciens qui devait proposer des modifications réglementaires pour améliorer cette protection-là. Fait que si Mme la ministre est intéressée, on pourra vous faire parvenir ce mémoire-là. Peut-être en complément d'information, Mme la ministre. Le Québec, Benoît le dit, est une société distincte, je vais utiliser ce mot, en pharmacie, parce que ailleurs au Canada, il n'est pas nécessaire d'être un pharmacien pour être propriétaire d'une pharmacie. Donc, parfois, une grande corporation est propriétaire de la dite pharmacie. Ce qui fait en sorte que ces organisations-là, certaines organisations qui ont des points de service d'une côte à l'autre, from coast to coast, cherchent à amener les pratiques à l'extérieur du Québec, au Québec, pour justement faire en sorte qu'il y ait une uniformité dans leur façon de faire des choses. Donc, les ententes contractuelles qui sont amenées sont souvent similaires à ce qu'on voit dans d'autres provinces, mais pas adaptées à l'environnement du Québec, ce qui fait, comme Benoît disait, une certaine érosion du droit de propriété. Donc, notre différence fait en sorte que ça vient complexifier les affaires pour certaines organisations. Ils tentent justement de venir aplanir cette complexité-là. D'ailleurs, c'est le même problématique dans le dossier des programmes de support aux patients, où les pharmaceutiques tentent de venir mettre en place un programme pan-canadien sans nécessairement se préoccuper, outre mesure, des lois qui prévalent au Québec, qui sont en place au Québec. Et Madame la ministre, dans notre mémoire, en annexe, on a un rapport du Collège des pharmaciens de l'Ontario qui fait état de l'influence des tiers sur les activités cliniques performées en pharmacie. Ça illustre bien la différence entre le Québec et le reste du Canada, mais qu'il faut protéger. Parlons peut-être plus particulièrement de l'introduction de la notion au sein du Code de profession, parce que j'ai eu l'occasion de le réitérer à plusieurs reprises. Il y a certaines lois professionnelles qui permettent à certains professionnels de travailler au sein d'une PMSBL, mais on vient amener cette possibilité-là pour l'ensemble des professionnels. Vous avez quelques
quelques recommandations, peut-être nous entretenir un peu plus. Là. Encore une fois, ça tourne encore sur la notion de coût modique. On comprend que ce qu'on cherche à faire par cette notion de coût modique-là, et je reviens à l'objectif, est de s'assurer que les professionnels qui œuvrent au sein de telles entités fournissent des services à la population qui sont abordables. Donc, c'est une question d'accès, que ce soit dans le domaine de la santé ou la justice, c'est une question d'accès. Vous avez quelques commentaires. Vous nous dites que, bon, le libellé des lois actuelles peut peut-être faire le travail plutôt que d'introduire une notion. Si vous pouvez peut-être élaborer un peu plus ces questions-là, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Bien, je vais laisser Maître Gagné là-dessus. Moi, ce qui est important pour nous, puis ce qui est un peu difficile à saisir, c'est que l'ensemble des frais, ce qui est intéressant avec la pharmacie, c'est l'universalité, la couverture universelle, soit par l'assureur privé ou par l'assurance du gouvernement. Donc, frais modiques à l'intérieur des opérations d'une pharmacie, c'est peut-être moins applicable et moins réalisable. Et nos préoccupations, nous, c'est le droit de propriété, les acquis, parce qu'on est sous l'influence de tiers qui veulent prendre, des tiers extérieurs au Canada, aux États-Unis, qui voudraient prendre une part du marché. Et toutes les occasions, toutes les brèches pourraient être bonnes pour y accéder. Donc, on a certains enjeux à ce niveau-là, mais je vais laisser Maître Gagné. Bien, peut-être avant que Maître Gagné là-bas, puis je vais l'écouter avec plaisir. Donc, si je comprends bien, vous avez un peu le même point de vue que certains des groupes qui sont venus nous voir, c'est-à-dire coût modique, bon, sous réserve de définir la notion de coût modique, naturellement, là, parce qu'on a eu des commentaires à cet effet-là. Mais coût modique, oui, mais ça ne peut pas dire que ça s'applique à tous les cas de figure de tous les professionnels en PMSBL. C'est un peu votre commentaire que je traduis, là. Je ne veux pas rentrer dans le micro, mais à haut niveau, disons-le. Oui, disons, en pharmacie, c'est le prix usuel ou coutumier. Je ne peux pas charger un prix différent à quelqu'un. De toute façon, c'est ça. Et les ententes qu'on a avec différents joueurs, comme le ministère de la Santé, comme avec certains partenariats fédéraux en santé, viennent encadrer également certaines notions de prix. C'est qu'elle a peut-être moins application dans votre réalité, c'est ce que vous transmettez. Exactement. Maître Gagné, peut-être sur le... Bien, ils ont dit pas mal l'ensemble de ce qu'il y avait à dire au sujet des OBNL, mais effectivement, vous l'avez mentionné là, rapidement. Dans la loi actuelle, un organisme à but non lucratif doit finalement avoir une mission qui n'est pas nécessairement d'offrir des services là, à coût modique. Donc, c'était un simple rappel là, qu'on n'était pas contre, en fait, l'idée là, que les pharmaciens puissent se constituer en organisme à but non lucratif sans la notion de coût modique, mais également, évidemment, là, pour le rappeler et insister là, en respectant là, le droit de propriété et l'indépendance professionnelle des pharmaciens. J'aurais besoin de clarification sur une de vos recommandations quand vous dites dans la recommandation sur les permis restrictifs permanents, les permis spéciaux, afin de prévenir les dérives d'exercice de la pharmacie par une pharmacie n'ayant pas de local en territoire québécois, j'imagine que vous faites référence aux bannières, là, ou en tout moins. Pas nécessairement. Ça peut être Amazon, par exemple. OK, parfait. La QPP propose de prévoir l'obligation par un ordre professionnel de fixer les modalités en lien avec le permis spécial par règlement. Juste peut-être m'expliquer, j'avoue qu'honnêtement, là, le lien entre les deux, je ne le vois pas, là, mais c'est pour ça que je vous demande plus d'explications. Je suis convaincue qu'il y en a un, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire par entre les deux? Bien, ce que vous dites, vous semblez proposer de prévoir l'obligation par un ordre professionnel de fixer les modalités en lien avec le permis spécial par règlement. Oui. Puis, vous semblez faire un lien avec de possibles dérives dans l'exercice de la pharmacie par une pharmacie n'ayant pas le local en territoire québécois. Oui, effectivement, c'est qu'une pharmacie qui n'a pas de local en territoire québécois pourrait instrumentaliser, en fait, une personne, un pharmacien qui obtiendrait un tel permis pour lui permettre d'offrir des services pharmaceutiques au Québec. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit réglementé et que les pharmaciens qui obtiennent un tel permis doivent nécessairement pratiquer la pharmacie dans une pharmacie qui a pignon sur rue au Québec. OK. Je veux juste vraiment être sûre de comprendre, là. Vous dites un ordre professionnel pourrait accorder un permis restreint, parce que les permis spéciaux sont un permis restreint, là, à un professionnel qui ne pratiquerait pas au Québec? Il pratiquerait au Québec, mais pour le compte d'une pharmacie, par exemple, en Ontario, qui enverrait de façon, par exemple, postale. Le pharmacien est au Québec, mais l'entité ne le serait pas. Donc, il est membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc, c'est pour éviter ce genre de dérive-là qu'on voit actuellement, ceci étant dit. Donc, nous, c'est pour prévenir là, davantage de dérives. Donc, on comprend que l'objectif de
de ces permis-là, c'est de pallier là, en grande partie à la pénurie de main-d'œuvre ou à la rareté de main-d'œuvre. Donc, ce serait, ça irait à l'encontre, en fait, de cet objectif-là si les pharmaciens qui obtiendraient des tels permis travailleraient pour le compte de pharmacie ailleurs au Québec. Okay, donc je comprends bien. Là, donc, le pharmacien est au Québec, c'est l'entité. Exact. OK, parfait. Bien, merci. Ce qui est important, c'est que ça soit réglementé par l'ordre pour pas qu'on puisse faire autrement ce qui est illégal de faire actuellement, tout simplement. Bien, merci, c'est plus clair. Merci pour moi. Merci beaucoup. Je me tourne vers l'opposition officielle. Monsieur le député Lacazzi. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, merci d'être là. Désolé, j'ai raté le tout début de votre exposé. Il arrive qu'un député aille se promener dans le Parlement. Alors, ce n'est pas par manque d'intérêt, croyez-moi. Il y a un aspect de votre mémoire qui m'a particulièrement intéressé, compte tenu de ma formation comme avocat, mais en pénal. C'est à la page 31. Et vous dites, la réforme du Code des professions est une opportunité de revoir les infractions pénales qui sont prévues, la procédure selon laquelle un tiers participant à une infraction prévue au Code peut être sanctionné. Et vous voulez attribuer aux ordres ou à l'Office des pouvoirs d'enquête, puis créer une entité administrative distincte responsable de l'application du Code des professions envers les tiers. Donc, j'aimerais que vous puissiez peut-être m'éclairer davantage sur... mais d'abord, qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement? Qu'est-ce qui fera en sorte que votre proposition serait plus efficace pour la protection du public? Je dois avouer que ça a piqué ma curiosité. Je vais laisser Maître Gagné répondre à l'aspect peut-être plus technique, mais la situation qu'on vit, notamment avec les médicaments de spécialité, c'est que les processus d'enquête ne produisent pas de résultats. Les pharmaciens sont sanctionnés par l'ordre, sont probablement enquêtés par la RAMQ, mais ça ne produit pas de résultats et ça continue et ça augmente. Donc, nous, on cherche des solutions et on a mis dans le mémoire les différentes solutions qu'on pourrait considérer plus efficaces pour changer cette dynamique-là qui continue malheureusement à se produire au détriment des patients du Québec. Pouvez-vous m'en dire un peu plus quand vous parlez d'enquête de médicaments de spécialité? Quel est le problème présentement, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de le corriger? Bien, le problème, c'est le dirigisme. Je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est un réseau opaque de dirigisme où le patient est pris dans un système où on l'envoie à une pharmacie donnée parce que c'est cette pharmacie-là qui distribue le médicament. Donc, il rentre dans un réseau de dirigisme, ce qui est illégal au Québec. Donc, au lieu d'aller chez son pharmacien, il est envoyé dans une autre pharmacie qu'il ne connaît pas et par plusieurs stratagèmes, on l'incite à aller là. Donc, ce n'est pas un consentement éclairé. Et ça se produit, ça augmente. Et ça concerne des médicaments de spécialité. Mais ces médicaments-là, c'est l'avenir, c'est le présent et l'avenir. C'est-à-dire que tous les nouveaux médicaments qui sortent sur le marché, ce sont des médicaments de spécialité. Ils sont de plus en plus performants. Ce sont des médicaments qui c'est de la haute technologie, mais c'est ça l'avenir, c'est ça le présent. Donc, le pharmacien communautaire, c'est ça qui va servir. Il prive de son accès. Et si le patient doit faire affaire dans 3-4 pharmacies pour avoir accès à l'ensemble de son dossier, ça fait juste pas de sens. Donc, il faut que ça cesse. Il faut qu'on trouve un moyen de contrer ce réseau-là illégal de réseau de médicaments de spécialité. Je vais compléter en vous disant le processus est le suivant. Une compagnie pharmaceutique signe une entente avec un gestionnaire de programme de support aux patients qui, eux, vont signer une entente d'exclusivité avec une pharmacie pour la distribution et la gestion du programme du médicament et la gestion du programme de support aux médicaments qui est associé. Le patient est dirigé vers ces pharmacies-là qui détiennent ce contrat d'exclusivité-là et à la fin de la journée, n'a pas vraiment le choix que de faire affaire avec cette pharmacie. Il y a actuellement 10 pharmacies au Québec qui détiennent 40% du marché des médicaments dits de spécialité. On parle d'ici d'1,5 milliard de chiffre d'affaires répartis dans 10 pharmacies. Pharmacie moyenne au Québec, là, ça fait 6,5 millions de chiffre d'affaires. Vous faites le calcul. Donc, c'est un processus. C'est ça qu'on appelle du dirigisme. C'est la signature d'une entente d'exclusivité avec un pharamacien pour l'accès d'une clientèle. Et ça, c'est interdit. C'est à l'encontre du Code de déontologie des pharmaciens. Mais les mesures que le syndic de l'ordre, que l'ordre des pharmaciens peut mettre en place,
ne sont pas efficaces. Ils ont essayé. Ils ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que les profits générés par ces environnements-là sont tellement importants que se faire radier 30 jours avec une pénalité de 40 000 $, ça ne fait pas la job. Fait que c'est de ça qu'on parle. Et on aimerait que l'Ordre puisse aller sanctionner en amont, c'est-à-dire les gens qui participent à ce processus-là, soit les gestionnaires de programmes de support aux patients ou encore même les pharmaceutiques éventuellement. Et ça, actuellement, c'est impossible. Ça ne peut pas être fait. Parfait. C'est très éclairant. Je vous remercie. J'imagine que quand vous parlez de médicaments de spécialité, je ne suis pas pharmacien, mais les gens qui souffrent de cancer... pas exclusivement, mais ça peut en faire partie. Puis ça n'existe pas vraiment des médicaments de spécialité. C'est un terme qu'on utilise pour donner un nom à des médicaments chers, qui sont nouveaux, qui sont récents. Par exemple, c'est des médicaments pour l'arthrite rhumatoïde qui vont amener une rémission chez un patient. Au lieu d'avoir 5-6 traitements pharmacologiques qui diminuent les symptômes, on va mettre le patient en rémission avec une injection une fois par semaine qui coûte 1 500, 1 000 $ de l'injection, qui est dispendieux, mais qui est ultra efficace dans bien des cas. Et oui, ça touche le cancer, ça touche un paquet de maladies, ça touche aussi des maladies rares où on a un traitement qui va traiter quelques patients dans la province, mais c'est de plus en plus courant. Il y a plusieurs années, il y en avait quelques-uns. Là, il y en a des centaines, voire des milliers, et éventuellement, tous les patients du Québec vont en bénéficier un jour ou l'autre. Puis j'imagine qu'avec la situation actuelle, puis corrigez-moi si je fais erreur, mais si vous êtes dans une région, puis que le pharmacien, je ne sais pas moi, de la ville ou du village n'a pas ce genre d'entente-là, bien, le patient, il faut qu'il se déplace ailleurs pour avoir accès à son médicament. Bien, je vous dirais qu'actuellement, je vous donne un exemple, les patients du Lac-Saint-Jean reçoivent des médicaments de spécialité d'une pharmacie de la Rive-Sud de Montréal, qu'ils ne connaissent pas. Ils vont le recevoir sur le perron avec un livreur de Purolator et ils n'ont pas nécessairement d'interaction avec le pharmacien de spécialité. Au lieu de le recevoir de sa pharmacie de quartier, qui a l'ensemble de son dossier, et qui, je vous donne un exemple, si moi je prescris un antibiotique dans le cadre du PL67 pour une infection, une morsure de chat, je vais peut-être recommander à un patient de cesser son médicament de spécialité temporairement, le temps qu'il y a une infection, parce qu'il est immunodéprimé. Là, l'autre pharmacie va y envoyer son médicament. L'infirmière du programme de support aux patients va l'appeler pour s'assurer qu'il le prenne, alors que moi, je lui ai dit de retarder sa dose. Fait que ça ne fonctionne pas à long terme, ce système-là. Puis là, je comprends qu'il n'y a pas de dialogue entre tous ces professionnels-là. Donc là, le patient, lui, est pris tout ça. Il y a du dialogue à partir du moment où on le sait, mais je veux dire... Parfait. Merci, M. le Président. Député de Lapinière pour 5 minutes. Merci, M. le Président. Alors, merci beaucoup à vous trois. Alors, donc, je comprends par les explications que vous avez données, les médicaments de spécialité, ce ne sont pas des médicaments qui n'ont pas encore été autorisés. Non. C'est tout ce qui est nouveau, finalement, parce que les nouveaux sont super performants. Donc, mais il y a des médicaments de spécialité qui sont là depuis 10 ans, quand même. Là, il y en a qui sont là depuis un certain temps. OK. Alors, je vais passer à un autre point, puisqu'on a eu l'occasion de vous entendre avec beaucoup de précision là-dessus. Je me demandais si... en fait, vous avez parlé de tests de dépistage au COVID, par exemple, qui devraient être accessibles gratuitement dans les pharmacies. D'ailleurs, la FADOC, qui n'a pas été entendue dans le cadre... qui n'est pas venue faire... dépôt de mémoire ici, a quand même déposé un mémoire sur le site, et c'est une chose qu'elle demandait aussi, que dans les pharmacies communautaires, on continue d'avoir accès gratuitement à ces tests-là, parce que c'est depuis le mois de mars, je crois que ce n'est plus... il faut payer. Mais vous avez ajouté aussi les tests de VIH, de dépistage de VIH qui peuvent être faits en pharmacie? Oui. Oui. Puis le virus hépatique, l'hépatite C aussi. C'est-à-dire que ce sont des exemples que si c'est fait à la pharmacie, il y a eu des projets pilotes pour l'hépatite C aussi, où un groupe de pharmaciens communautaires ont même détecté 2 cas à l'aide de ces tests-là. Mais c'est pour illustrer que, oui, on peut être performant sur des activités cliniques et initier des traitements, mais ça nous prend les outils. Et il faut que ces outils-là soient pas aux frais du patient pour que ça soit performant et qu'ils ne se disent pas, bien, je vais aller chez le médecin à la place parce que je ne veux pas payer le test. Dans le cas des tests rapides COVID, au début, au milieu de la pandémie, on avait les tests à la pharmacie. Si on suspectait un patient avec la COVID, on lui donnait le test. S'il est positif,
puis tu es un groupe à risque, je vais t'administrer le Paxlovid. Là, si on suspecte un patient d'avoir la COVID et il est à risque, il faut que je l'envoie au centre de dépistage, en chercher un, où il faut que je lui en vende un, ce qui est un frein. Malgré que dans cet exemple-là, c'est la même chose chez le médecin n'a pas de test rapide non plus. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les outils et l'efficacité de pouvoir poser les gestes qu'on va devoir poser. Donc, on veut être partie prenante des échanges où on va pouvoir illustrer ces chemins-là, puis arriver à être performant dans les besoins des patients. Merci. Vous abordez aussi la question de la charge administrative de rapport à la RAMQ. Est-ce que, selon vous, bon, je comprends qu'il y a déjà une charge administrative un peu lourde. Est-ce que le projet de loi va vous en rajouter? C'est pour ça que vous faites cette recommandation-là ou c'est une recommandation uniquement pour ce qui se passe actuellement? Bien, c'est une recommandation pour vraiment améliorer notre performance, donc se libérer des tâches cléricales qui prennent du temps, qui n'est pas consacré aux patients. Et on sent, il faut comprendre que pour nos membres et même pour les pharmaciens salariés, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, il faut optimiser notre façon de travailler, il faut optimiser notre chaîne de travail, notre façon d'opérer, de faire les activités, il faut s'automatiser encore plus. On est bon là-dedans, mais il faut prendre, si vous voulez, une étape de plus et se libérer de tâches inutiles qui sont ni à valeur ajoutée par la RAMQ, ni à valeur ajoutée pour nous. Puis aussi encadrer un peu les espèces d'inspections qui, des fois, prennent beaucoup, beaucoup de temps. On peut avoir 2, 3, 5 000 ordonnances à vérifier. Et là, ça prend beaucoup d'énergie pour arriver à ça, pour des processus d'enquête un peu lourds. Donc, on va produire un rapport et on est en discussion avec la RAMQ sur ces aspects-là, mais c'est un des éléments qui pourrait améliorer notre performance. Peut-être en complément d'information, on a des rencontres régulières avec la RAMQ. On s'assoit en partenaire d'affaires avec la RAMQ en essayant de trouver des solutions. Ceci étant dit, la RAMQ aussi exécute ce que la loi lui demande d'exécuter. Donc, si la loi lui dit, écoute, il faut que tu fasses telle vérification auprès des pharmaciens annuellement, il faut qu'ils te donnent leur rapport des achats de médicaments génériques pour qu'ils fassent la démonstration qu'ils n'ont pas acheté plus que 50 % de leur générique d'une telle compagnie, vous allez comprendre que c'est très fastidieux pour les pharmaciens. C'est pas nécessairement la RAMQ qui veut ça, c'est la loi qui le dit. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça prend une modification législative pour permettre d'enlever cet élément de fardeau-là. Je vous donne un exemple très spécifique là, pour illustrer mes propos. Là, mais... Parfait. Et puis, votre recommandation 11, je me demandais si elle visait les entreprises d'économie sociale qu'on a entendu un petit peu plus tôt ou si l'objectif était autre. Non, oui, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, une pharmacie pilote à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval pour former les jeunes étudiants. Un peu ce contexte-là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un partage de profit, qu'on ne fasse pas indirectement ce qui est interdit par la loi et que ça ne crée pas une brèche comme on nommait tantôt. Okay. Merci. C'est terminé, mais désolé. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre excellente présentation également. Recommandations 1 à 5, vous parlez quand même de quelques éléments, là, la rémunération adéquate nécessaire, vous parlez d'une période de négo réaliste, vous parlez de prévoir aussi une couverture de frais de dépistage, organisation des bureaux, bref, on a des choses à faire, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Avez-vous prévu combien de temps vous pensez que ça va vous prendre de régler ça? Bien, on est déjà dans ce processus-là. C'est ça, vous êtes déjà dedans. On est déjà dans ce processus-là, mais il faut comprendre qu'avec la loi 41, la loi 31 par la suite, on a commencé à vacciner, on s'est organisé pour la vaccination. On pourrait être encore plus performant pour la vaccination. On a encore du chemin à faire. Il y a certaines activités cliniques où on est meilleur que d'autres. Les prises en charge, c'est un peu plus lourd et il s'en fait un petit peu moins. Donc, on a du travail à faire. Et au fur et à mesure, on sait aménager. Mais il faut continuer à le faire. Puis le projet de loi 67, ça nous donne vraiment une... Là, on ne peut plus faire ça à travers notre travail habituel puis dire, je vais rencontrer mon patient le soir, puis je vais le faire le soir. Là, ça va être trop. Ça prend des plages horaires, ça prend un local, ça prend une stratégie où là, on va devoir investir pour avoir une chaîne de travail. Ça se fera pas une chaîne de travail, mais une chaîne clinique, probablement, pour plusieurs d'entre nous, pour arriver à livrer ça. Et là, c'est plus la même dynamique, avoir une chaîne clinique puis une chaîne de travail de prescription, si on veut. Fait que ça va demander un effort supplémentaire, mais on a confiance, on est résilient. La pandémie nous a brassé un petit peu, mais on a réussi à s'optimiser, à faire ce qu'on avait à faire, puis à tenir debout, puis d'être présent pour les patients. Puis je pense qu'on va être capable de relever ce défi-là aussi. Parce qu'avec... Allez-y, oui, bien sûr. Peut-être un commentaire additionnel. Quand on parle de venir supporter le financement,
En fin de compte, on n'est pas en train de vous dire « donnez-nous un pot d'argent pour qu'on se finance ». Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Actuellement, les pharmaciens ont énormément de difficultés à avoir accès à des subventions, énormément de difficultés à avoir accès à des facilités de financement de différents organismes. Puis crédit d'impôt, il y a peu de crédits d'impôt disponibles. Donc, nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est d'améliorer la facilité à l'accès à certaines de ces mesures qui viennent supporter le financement des activités en pharmacie, entre autres les aménagements, entre autres la robotisation. Rapidement, là, vous avez 2900 cliniques de pharmaciens à travers la province. Il faut les optimiser, il faut les upgrader en bon français pour s'assurer que... Puis là, vous l'aviez fait à la pièce là, avec les 2 dernières lois, c'est ce que vous me dites, mais là, il va falloir faire une organisation vers l'avenir. Oui, absolument. Vous étiez aussi en train de dire, au niveau du dépistage, au niveau de frais de couverture et tout ça, est-ce que ça, c'est déjà en discussion avec la RAMQ ou la couverture? C'est à faire. Puis vous estimez donc 6, 8, 10 mois, 1 an, vous n'avez aucune idée? Je pense que ce qu'on comprend, c'est que ça va être moins que ça. OK. Application rapide. Je vais vous donner un point de vue, là. Notre entente actuelle avec le gouvernement vient à échéance le 31 mars 2025. OK. Le PL 67, c'est vous qui allez décider quand ça va se finaliser tout ça. Il va falloir entrer en négociation. Donc, vous voyez, là, la fenêtre d'opportunité va se situer dans les, je vous dirais, dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois. Ouais. Oui, vous parliez aux recommandations 10 et 11 sur des volets là, de prévoir des obligations. En fait, 9 et 10, puis en fait, ce que vous nous dites, c'est que là, il y a des choses qui sont prévues pour les permis spéciaux, où il y a des obligations qui sont prévues, mais dont l'obligation n'est pas clairement identifiée dans la modification législative. Fait que vous dites, nous, on ne voudrait pas que là, il y ait une brèche. On voudrait s'assurer que les ordres soient dans l'obligation de l'inclure et non pas juste laisser ça à la décision de l'ordre sur la modification, par exemple, sur le permis spécial. C'est-tu à peu près ça? Oui. OK. Et finalement, je reviens avec la question de ma collègue. Les organismes d'économie sociale nous ont quand même parlé de l'importance de la financiarisation, de la façon de ristourne, etc. Et là, je voulais être sûr que, est-ce que ça entre en contradiction avec ce que vous aviez en recommandation 11 ou finalement, il y a une voie de passage possible entre finalement les mécanismes de coopérative puis de ristourne puis votre volonté d'interdire la distribution de profits entre les membres? Est-ce qu'on est en opposition là-dessus? Ou... J'ai pas lu cette recommandation-là de façon précise, mais il pourrait effectivement y avoir des contradictions parce que pour respecter le droit de propriété exclusif là, des pharmaciens, il faudrait que le conseil d'administration soit composé que de pharmaciens, que les membres soient que des pharmaciens également pour un organisme à but non lucratif qui vise là, les services pharmaceutiques. Donc, il pourrait y avoir des enjeux, là, effectivement, en cas de ristourne, etc. Donc, nous, on a quand même une certaine préoccupation. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit l'Ordre des pharmaciens là, du Québec qui puisse faire la réglementation à cet égard-là pour s'assurer que l'indépendance professionnelle soit 100% respectée. Fait qu'on laisserait les ordres décisionnels, à savoir, ça s'applique-tu une coop multi dans tel secteur, peut-être? Ça s'applique pas chez nous. Nous autres, on doit vous l'expliquer. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Avant de conclure les auditions, je procède au dépôt des mémoires de personnes et organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions publiques. Et compte tenu de l'heure, la Commission ajoute ses travaux mercredi 2 octobre 2024, après les avis touchant les travaux des commissions où elle va entreprendre un autre mandat. Merci beaucoup. À bientôt.